Il faut avoir à l'idée, moi c'est mon mentor Ibrahima qui m'a dit ça, 80% des gens sont médiocres. On est d'accord là-dessus? On dit que les Africains de la diaspora sont tous perdus. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec ça. On a perdu le why. Pourquoi est-ce qu'on est venu en Occident? Le panafricanisme, moi je me définis comme étant un militant panafricain. Et le panafricanisme, son idéologie principale, c'est l'unité. Et donc par quoi on devrait commencer? C'est par nous unir. Vous êtes en mission. C'est ça le vrai sujet. Il y a un texte comme ça de Youssoupha Desporuti, des rappeurs, ils disent « Je viens d'Afrique et je bosse pour nourrir la MIF ». Et le titre du morceau, c'est « Étranger en mission ». C'est ça qu'il faut qu'on sache. On est venu dans ce pays pour travailler. Gérer un business, c'est déjà du boulot. Et en plus, il faut faire du marketing. Vous passez des heures, à essayer d'écrire des publications et créer du contenu, et personne ne réagit. Avec Copilly, plus besoin de réfléchir. En un clic, notre IA génère des posts, des pubs, des descriptions qui attirent l'attention et font vendre. Vos posts sont percutants. Votre business attire plus de clients, et vous gagnez du temps. Essayez Copilly dès maintenant et faites décoller votre business sans effort. Participez à la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copilly.io. Est-ce que c'est pas raciste de quitter sa conjointe blanche pour se mettre avec une noire? C'est la question que tu me poses? Ah oui. En quoi ce serait raciste? Mais parce que si tu quittes ta conjointe parce qu'elle est blanche pour te mettre avec une noire, je me demande, est-ce que ça ne serait pas raciste? Ça, c'est si tu la quittes parce qu'elle est blanche. Mais est-ce qu'on quitte les gens parce qu'ils sont blancs ou parce qu'ils sont noirs? Blanc et tous les attributs qui vont avec? Pas du tout. Pas du tout. Tu choisis une personne. Quand tu choisis de te marier avec quelqu'un, c'est par rapport à des caractéristiques qui ne sont pas liées à la couleur, mais qui sont liées à ce que tu veux pour tes enfants comme valeur, les plats que tu veux manger, les éléments culturels. Et quand tu quittes une personne qui est d'une autre culture, c'est parce que tu sais que ce n'est pas la vie que tu veux mener et le paradigme dans lequel tu veux grandir. Mais si ton ex était blanche et qu'elle avait épousé la culture centrafricaine, est-ce que tu serais resté avec? Peut-être que oui, franchement. Mais après, la difficulté, c'est épouser la culture centrafricaine quand c'est vraiment voulu, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais si tu es en mode... c'est quelque chose qui t'est imposé et que c'est très éloigné de toi, ton paradigme de base et tes valeurs de base, franchement, je vois pas l'intérêt, tu vois. D'accord. Et est-ce que, je ne le souhaite pas, est-ce que si jamais aujourd'hui avec ton épouse, ça arrivait que vous vous sépariez, est-ce que tu pourrais te mettre avec une femme d'une autre couleur? Bah, encore une fois, moi, je ne crois pas trop en la couleur, je crois aux valeurs. Et il s'avère que derrière la couleur, souvent, il y a des valeurs. Mais moi, mon but, c'est pas de chercher une couleur, je cherche une valeur. Je cherche quelqu'un qui pourra parler cette langue-là à mes enfants, qui saura accueillir comme ma mère accueille, qui saura préparer les plats que ma mère prépare, qui saura faire en sorte que ce paradigme-là dans lequel j'ai envie d'évoluer, et ces choses que j'ai envie de transmettre à ma descendance, qu'elles soient en mesure de les transmettre. Mais est-ce que tu ne serais pas en train de faire de l'euphémisme? C'est-à-dire essayer d'atténuer un peu le penchant que tu as pour une certaine couleur. Comme vous dire, puisqu'on sait que toutes ces caractéristiques-là, on les retrouve que chez certaines personnes. Pas vraiment, parce que déjà, tu vois bien que je ne parle pas de couleur. Tu parles de valeurs. Sauf que les valeurs que non, tu... je vais au-delà de ça. Tu vois, je n'ai pas épousé une femme noire. J'ai épousé une femme centrafricaine, tu vois. Encore plus. Et pour te dire, en plus, son père est de la même tribu que moi. C'est pour retrouver ce que moi j'ai eu pour le retrouver. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, ce n'est pas une question de couleur. Parce que même dans la couleur, il y a des sujets. Donc, ce n'est pas un sujet de couleur. C'est vraiment ces valeurs et cette culture. La culture, c'est fondamental. Si tu es désaligné avec la personne avec laquelle tu vis sur la culture, ben, vous allez avoir des problèmes. Des problèmes pour vous comprendre. Des problèmes pour guider vos enfants. Oui, mais ça, on s'éduque mutuellement lorsqu'on se met ensemble.
mais c'est beaucoup de travail. Et toi, tu voulais pas beaucoup de travail. Mais déjà que c'est très compliqué de vivre avec quelqu'un qui est différent de toi, qui n'a pas grandi dans la même maison que toi. Donc si toi, tu veux en plus t'ajouter des épreuves, quoi. Comme si la vie, elle n'est pas assez difficile. Mais c'est aussi enrichissant. Ça peut l'être. Franchement, ça peut l'être. Oui. Mais c'est pas gagné. C'est vraiment pas gagné. En tout cas, bienvenue sur le podcast de l'écrivain. Le Merci. podcast qui donne la parole aux écrivains et aux écrivains aspirants. Mhm. Donc, Merci. c'est quand qu'il sort ton livre, Tanguy? J'attends que tu m'offres l'accompagnement. Que je t'offre l'accompagnement. Non, tu sais, moi, je viens d'avoir 40... Je vais avoir 42 ans cette année. Et le privilège qu'on a avec l'âge, c'est qu'on finit par se connaître. Plus on dure dans notre corps, plus on se connaît. Et moi, je suis quelqu'un d'intuitif, véritablement. Et même, je dirais, quelqu'un d'inspiré. C'est-à-dire que quand j'ai choisi ma femme, en fait, tu crois que j'ai fait une analyse rationnelle de blanc, noir. Non. J'ai reçu un message qui m'a dit « épouse elle ». Là, tu me fais les trucs que les pasteurs disent aux gens à l'église. Pourtant, c'est exactement ce qui s'est passé. d'accord. Je peux pas mentir, en fait, tu vois, c'est ce qui s'est passé. Et après, je suis allé la voir, j'ai posé mes pièges, on s'est mariés, maintenant on a 4 enfants, tu vois. Quand j'ai lancé Black Network, j'ai pas fait un calcul, j'ai dit, il faut faire ça. Et aujourd'hui, c'est ce qui me fait vivre, tu vois. Donc, sur beaucoup de sujets, j'ai réagi par l'intuition. Le livre, j'ai envie de le faire. Mais il n'y a pas J'ai encore quelques l'intuition. idées, mais j'ai pas encore le truc qui me dit, voilà, Voilà. ça va être comme ça et on va dire ça. Et D'accord. le jour où tu as ça, tu sais toi-même que en une journée, tu l'écris, tu vois. J'ai plein de chapitres, hein, mais il n'y a rien qui me... Et ce serait quoi le titre de ton livre? Mais je sais pas encore. Ça m'a- je dis, j'ai plein de titres. Mais tu aborderais quel sujet particulièrement dans ton livre? Soit j'ai envie de faire ma profession de foi, tu vois. C'est quoi ça? L'idée, c'est de parler de ma vision pour la communauté, pour la diaspora africaine, qui est quand même, je trouve, assez singulière. Soit parler de mon retour d'expérience sur Black Network et tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, j'hésite encore. D'accord. Et c'est quoi ta vision pour l'Afrique? Pour la communauté. La communauté, autant pour moi. Pour la communauté. Moi, alors, mes équipes sont pas contentes quand je dis ça, mais tu vois cette phrase de Trump, là, qui dit Make America Great Again. Oui. Moi, je la vois pour l'Afrique. Mais est-ce que ça ne serait pas du mimétisme De de ce qui vient d'ailleurs? Pourquoi ne... Parce que des fois, tu parles de Ubuntu business, Tout à penser fait. un business à l'africaine. Tout à fait. Mais dire qu'on reprend le truc de Trump pour transformer en Afrique, est-ce qu'on n'est pas en train d'aller dans le mimétisme? Oui, mais est-ce que c'est que Trump? Parce qu'en fait, si tu prends Trump, tu prends Xiao Jinping, c'est comme ça, hein? Xi Jinping, ou en Chine, Xi Jinping. tu prends Poutine Oui. en Russie. Oui. Tous ceux qui veulent, c'est qu'ils ont connu, ils ont conscience que leur pays, leur continent a été grand, a occupé une place prépondérante dans le concert des nations. Et tout ce qu'ils veulent faire, tous, hein, Poutine veut travailler au retour de la Grande Russie. Oui. Les Chinois veulent revenir à la Grande Chine. Mm. Et Trump veut revenir à la Grande Amérique. Donc, est-ce que c'est Trump que j'imite? Non. C'est toute personne qui a connu la grandeur et qui se rend compte que là, aujourd'hui, il n'est pas dans la situation dans laquelle il est. Eh bien, il aspire à ressouffler sur les flammes, ressouffler sur les braises, sur les cendres de son continent pour redevenir puissant comme il l'a été. Et par quoi est-ce qu'on devrait commencer? Le panafricanisme, moi je me définis comme étant un militant panafricain. Et le panafricanisme, son idéologie principale, c'est l'unité. Et donc par quoi on devrait commencer? C'est par nous unir, tu vois. D'accord. Union des hommes, union des capitaux, abolir les frontières, travailler ensemble pour faire comme les États-Unis d'Amérique, faire les États-Unis d'Afrique. Yes. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, que tu verras des choses bien. Tu l'auras bien compris, aujourd'hui on reçoit le grand frère. Avec tout le respect qu'on lui doit, on va le saccager. Donc tu as rappelé, nouveau décor, tu vois là on est retourné en Afrique, au Tchèques. Nouveau décor, nouvel invité, nouvel épisode, mais on ne change pas l'équipe qui gagne. C'est le même sponsor, Copilly.io, la première plateforme d'intelligence artificielle conçue par un Africain, pour les Africains, je tiens à préciser, qui permet aux uns et aux autres de pouvoir produire du contenu qui sera adapté, approprié pour les Africains.
Bref, pour en savoir plus, on te met le bouton là, ou bien dans le premier commentaire de la vidéo. Et je tiens à préciser, qu'on ne s'est pas arrêté là, c'est que cette année aussi, pour la 4e édition du Week-end de l'écrivain, on a décidé de mettre les petits plats dans les grands. On a reçu l'onction. Donc, pour cette édition-là, elle aura lieu au Salon de l'Aveyron, dans le 12e arrondissement de Paris. Donc, on ne va plus aller loin, vous n'avez pas d'excuses. Nous sommes là. On attend plus de 1500 personnes. Donc, l'idée pour nous, c'est de célébrer nos auteurs, nos écrivains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Et donc, une fois de plus, cette 4e édition est sponsorisée par Copiri.io. Donc, pour en savoir plus, on te met tout dans le premier commentaire de cette vidéo. On a des speakers de haut vol. Et bien sûr, le grand frère Tanguy de Bangui nous fera l'honneur d'être présent. Bref, le patron du réseau, il faut que nous donne l'onction du réseau. Il a parlé d'union. Donc, si cela est bon pour toi, bonjour Tanguy. Bonjour mon cher Valère. Pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui es-tu? Qui je suis Tanguy Ngafounen Tabissi. Mais je suis plus connu sur les réseaux comme étant Tanguy de Bangui. J'ai 41 ans pour l'instant. Je suis marié, j'ai 4 enfants. J'ai été juriste pendant plus d'une dizaine d'années. Et il y a 3 ans, j'ai tout abandonné pour me mettre à 100% sur ce qui était un side project, qui est Black Network. Black Network, c'est pour moi le premier réseau d'entrepreneurs et d'experts de la communauté, de la diaspora africaine et afrodescendante en France. Et notre volonté, notre vision, c'est de créer une communauté économique puissante et mondiale. Et tout mon travail, c'est que ça. Qu'est-ce qui fait de Black Network le premier réseau de la communauté? Tu vois, je ne pense pas qu'il y ait un réseau qui puisse se prévaloir d'avoir une communauté aussi dotée financièrement. Cet hiver, on a fait un calcul de l'écosystème, de la valeur de notre écosystème. Et on a dépassé le 1 milliard d'euros. Personne ne peut dire ça aujourd'hui. Et c'est quoi l'impact, du coup? Parce que le milliard, oui, l'impact à quel niveau? L'impact, c'est quoi? Parce que les milliards, c'est quoi? C'est pas juste de l'argent qui est là, qui dort. C'est l'activité du pays. C'est des gens qui font vivre des familles, plusieurs milliers de salariés qui vivent grâce à notre écosystème. Si demain on tombe, cette économie, elle perd 1 milliard d'euros. Elle perd toutes ces personnes qui travaillent, elles perdent leur boulot. Voilà un peu l'impact, concrètement. D'accord. Tout à l'heure, en amont, tu parlais de ta vision Make Africa Great Again et que derrière ça, il y a la notion de l'union. Tout à fait. Ma question aura 2 volets. Même pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que les Africains qui ont du mal à travailler ensemble? Ou du moins, est-ce que c'est beaucoup plus présent dans la communauté? Non, moi, je pense pas. En fait, j'ai pas... D'ailleurs, je sais même pas d'où tu sors que les Africains ont du mal à travailler ensemble. Non, parce que très souvent, on dit que... Il y a eu de la phrase, même là, très répandue, l'ennemi de l'homme du noir, c'est le noir. Oui, mais est-ce que c'est une vraie phrase? Est-ce que c'est la vérité? Ça vient d'où, du coup? Je sais pas. Moi, je peux te donner l'expérience de Black Network. Oui. Où ce matin, je faisais un post sur LinkedIn où je parlais de tous les Sénégalais qui sont dans Black Network. Mais hier, pendant 2 jours, là, on a fait des capsules vidéo de nos adhérents. Oui. Il y avait énormément de Camerounais. Et on a aussi le président de la fédération des Ivoiriens, des Cap-Verdiens. Et on a plein de Cap-Verdiens. Donc on est tous là, noirs, de la diaspora, même des Antilles et d'Haïti. Et on travaille tous ensemble. Donc qui dit qu'on ne peut pas travailler ensemble? Mais pourquoi tu parles d'union? Parce que dire qu'il faudrait qu'on commence par s'unir, ça laisse entendre qu'on n'est pas unis. Ah là, je parle de l'union panafricaine. L'union en termes de pays. Tu vois? C'est-à-dire que, regarde, aujourd'hui, tu veux vendre un produit entre la Centrafrique et le Cameroun, parfois c'est plus simple que ce produit vienne en France pour retourner au Cameroun. Tu vois? Et ça, c'est pas normal. C'est parce qu'il y a des problèmes administratifs qui bloquent ce business-là entre les pays. Donc c'est ça, cette union-là, qu'elle doit mettre en place, tu vois. Donc nous, tout notre travail, tout notre rêve, c'est ça. D'accord. Ok. Il y a une phrase qui me vient, que j'ai à l'esprit depuis que je brûle d'envie de la prononcer, c'est... J'ai récemment discuté avec un ami. Je lui dis, quel est le regard que tu poses sur les Africains de la diaspora et ceux de l'Europe? Il me dit que les Africains de la diaspora sont tous perdus. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord avec ça. C'est un grand mot, hein, de dire que c'est perdu, c'est une punchline un peu de communicant. Mais moi, je suis d'accord avec le fait qu'on est égaré, à certains égards, sur notre orientation et là où on doit aller. Quand tu vois que on est beaucoup
à se perdre dans les trafics et autres qui nous emmènent en prison. Beaucoup à aller en vacances, toutes les vacances, on part en vacances Il n'y a pas que et on nous laisse nos qui pays. allons. Non, mais nous, on n'a pas les mêmes problèmes que les autres. Le sujet, c'est pas tant qu'est-ce qu'on fait comme les autres, c'est quelle est la gravité de la situation dans laquelle notre continent se trouve aujourd'hui. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait pour se rehausser, pour grandir, pour la résurrection africaine, tu vois. Et si on est là à acheter de la sable tout le temps, à partir en vacances tout le temps, à être dans les trafics, à être même dans une vie 9 to 5 où on va juste au travail et puis on se pose, bah effectivement, on est égaré pour moi. D'accord. Et c'est dû à quoi, selon toi? Je sais pas, en fait, en termes de raison, qu'est-ce qui a fait que, mais pour moi, c'est un constat. On a perdu le why. Pourquoi est-ce qu'on est venu en Occident? Pourquoi on est venu en Occident? En fait, je t'avais raconté, je pense peut-être dans les précédents podcasts que... Ce serait quand même important de le rappeler. Non, je vais rappeler que dans ma propre vie, j'étais comme tout cela. En tout cas, les jeunes qui étaient là, les trafics. Je me souviens, quand je faisais du rap, je disais Tanguy. Je donnais mon nom et je disais celui qui trafiquera jusqu'à la tombe. Ah oui? Je te jure que j'ai dit ça. Non. Parce que pour moi, c'est notre vie ici, quoi. Et pour nous, on faisait du business comme les autres. Et avec certains sont morts, certains sont devenus fous, certains sont allés en prison. Je me suis dit, là, j'ai eu encore une fois l'intuition. J'ai eu un appel, je me suis dit, vas-y, va au pays, va voir un peu ton pays. J'étais jamais allé en Afrique et jamais en Centrafrique encore plus. Et quand je suis arrivé sur place, que j'ai parlé avec mes oncles, mes tantes, mes papas, mes mamans, et qui m'ont dit, mais ton père, il est venu là-bas, là. Il travaille, il se bat tous les jours pour que vous ayez à manger, pour que vous ayez une bonne éducation, pour que nous, au pays, on ait à manger, on ait une bonne éducation. Et vous, vous êtes là, vous gâtez le nom de la famille, vous vous perdez comme si vous n'étiez pas là pour quelque chose. Vous êtes en mission. C'est ça le vrai sujet. Il y a un texte comme ça de Youssoupha, Desporuti, des rappeurs, ils disent « Je viens d'Afrique et je bosse pour nourrir la MIF ». Et le titre du morceau, c'est « Étranger en mission ». C'est ça qu'il faut qu'on sache. On est venu dans ce pays pour travailler, pour avoir le meilleur niveau de formation que l'on puisse obtenir et pour générer, capter le maximum de richesses que l'on puisse capter pour être utile à notre pays d'origine, à notre continent d'origine. Pour moi, c'est que ça, notre mission en Occident. Mais aujourd'hui, avec le réseau Black Network qui perd plus d'1 milliard, en quoi est-ce que vous êtes utile à l'Afrique? En fait, il faut avoir l'idée que la plupart d'entre nous, nous qui avons encore gardé le bon mindset, on est des soutiens de famille, tu vois. C'est-à-dire que le travail que l'on fait, nous ici, et les ressources que l'on fait, c'est pas que pour s'acheter des vêtements, tu vois ce que je veux dire? C'est aussi pour contribuer, développer des business, accompagner des business là-bas. Quand je te parle du Sénégal tout à l'heure, les 6 entreprises dont j'ai parlé, ce sont des entreprises qui ont vocation à accompagner la diaspora qui investit ou qui travaille en Afrique, donc à favoriser les investissements en Afrique, des fonds d'investissement sur le continent, dont Askia Partners, dont le but est de faire en sorte qu'on ait les prochaines licornes en Afrique. C'est ça, en fait, notre travail. C'est contribuer économiquement au continent. Et ça, on le fait à Dakar, et je viens de le réaliser, mais on le fait en Côte d'Ivoire depuis maintenant plus d'1 an. On a ouvert notre cellule à Abidjan depuis 1 an. Donc, c'est concret, tu vois. Mais tu penses vraiment que le problème de l'Afrique, c'est un problème de ressources financières? C'est pas un problème de ressources financières, c'est un problème d'affectation des ressources financières. En français facile. Le sujet, c'est quoi? Depuis tout le temps, on a vu nos parents envoyer de l'argent en Afrique. Moi, depuis que je suis petit, cotisation, je les vois. Et nous-mêmes, quand il y a un problème aujourd'hui, ma mère, elle m'appelle, elle dit « Ah, il faut cotiser, décès, mariage, ceci, cela. » Mais cet argent, c'est de l'argent qui sert à soutenir l'économie, uniquement. Et à soutenir la consommation, plutôt. C'est un sujet. L'idée, maintenant, c'est de passer à un autre volet, qui est celui de créer des entités, de créer des entreprises. Et c'est ça dont a besoin un pays. Construire des entreprises, mettre les gens au travail. Bien sûr, il y a un problème de mindset. Je suis d'accord avec eux. J'imagine que c'est le sujet que tu vas aborder aussi. Mais chaque chose en son temps. Aujourd'hui, on essaie de s'enrichir et de faire en sorte que les gens qui ont déjà le mindset, ils s'enrichissent également. Mais du coup, est-ce que le fait de chaque fois vouloir financer les activités locales, ça ne nous enferme pas dans un prisme de dépendance vis-à-vis de ceux qui sont à l'extérieur? Non, pas du tout. C'est notre taf, tu vois. Tu sais, Strauss-Kahn a dit un jour,
chaque juif, partout où il se trouve sur la terre, il travaille pour l'État d'Israël. Aujourd'hui, Israël est relativement prospère. Il y a des initiatives, il y a un écosystème d'innovation important. Ouais. Est-ce qu'on dit, oui, ils dépendent de l'aide de l'extérieur? Non, c'est normal. En fait, on t'a envoyé en mission pour aller travailler. C'est comme si tu envoies des espions et tu dis, ah, les espions, ils font le travail. Mais non, c'est notre mission, on est là pour ça. Maintenant, ça exclut pas ceux qui sont sur place de faire leur part. Oui. Mais moi, je te parle de ce que nous, on doit faire, nous qui sommes à l'extérieur. Après, il y a des gens là-bas qui vont parler pour ceux qui sont à l'intérieur. Et avec tout ce réseau-là, toute cette vision-là et tout le bazar, qu'est-ce qui explique que, parce que ici je me rends compte qu'on a beaucoup d'Africains très brillants, très compétents, mais qu'est-ce qui explique dans le fait que nous soyons toujours, très souvent en arrière? Tu sais, moi, il y a un adage qui dit « Paris ne s'est pas fait en un jour ». Ouais. Tu vois À partir de là, tu peux juste te dire qu'on travaille. Si je prends un de mes téléphones, dans le fond d'écran, il y a une phrase qui est « Trust the process ». Et moi, c'est ma grande conviction. C'est-à-dire qu'on a un goal, c'est la résurrection africaine. Ouais. On sait que pour faire la résurrection africaine, nous, dans la diaspora, on doit se développer économiquement et contribuer au développement du pays, de nos pays respectifs. Ouais. Eh bien, on fait. Et on sait que si on fait, ça va changer. Et je peux dire moi-même que, en 2025 qu'on est aujourd'hui, par rapport à 2011, lorsqu'on a démarré Black Network, la situation de l'Afrique est différente. Tu vois On voit, ne serait-ce que cet engouement sur le Back to Africa. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a un Back to Africa? C'est parce qu'on sait qu'il y a des opportunités. Dans notre équipe, il y a 3 personnes qui sont parties s'installer en Côte d'Ivoire depuis cette année-là. 3 personnes dans une petite équipe comme la nôtre. Et si tu vois des phénomènes comme Ripat Africa ou autres, il y a plein de gens. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'ils ont compris que là-bas, il y a des opportunités. Là où ici, on commence à être dans la souffrance. Mais justement, quand on parle du Back to Africa, le grand frère Kémy Séba disait justement que dans le Back to Africa, la pire destination à voir au XXIe siècle, ce serait la Côte d'Ivoire. Tu veux que je... Ah ben oui, bien sûr, c'est pour ça que tu es là. Il dit qu'on va saccager. Non, mais en fait, tout dépend des raisons pour lesquelles on part et de ce qu'on souhaite faire sur place. La pire destination, si on prend d'un point de vue panafricain, et d'un point de vue politique, je comprends qu'il en est à redire sur la politique en Côte d'Ivoire. D'autant plus que tu parlais justement d'une union panafricaine, dont on est à plein dans le sujet. Tout à fait. Mais comprendre que le fait de partir, de quitter un pays où tu as tes habitudes, pour aller dans un autre pays, c'est pas quelque chose qui est facile, tu vois. Donc tu vas aller là où tu vois que les conditions sont réunies pour que tu puisses au moins avoir un niveau de vie équivalent à ce que tu avais, avoir des opportunités professionnelles, ne pas te retrouver dans des difficultés comme la guerre ou autre. Et forcément, franchement, pour y être allé au moins 2 fois, la Côte d'Ivoire permet quand même un développement, un épanouissement. Maintenant, si on prend de la hauteur et qu'on réfléchit d'un point de vue politique, c'est pas au niveau, on est d'accord. C'est-à-dire? Non, c'est pas au niveau. Non, il faut que tu nous expliques. Non, mais les mots. C'est pas au niveau, Kémy a tout dit. Non, il faut expliquer pour ceux qui ne comprennent pas. Il y en a qui n'ont pas écouté. Ah, moi je les invite à écouter. Non, mais ils ne savent pas quel épisode est machin. Est-ce que Ouattara est un panafricain? Tu vois? Non, de toute façon, franchement, t'es déjà allé à Abidjan? Non, jamais. Quand tu vas à Abidjan, tu vois que les infrastructures, tout, ça appartient à des Français. Vinci est partout, tous, ils sont tous là. Donc forcément, toi, quand tu arrives la première fois, tu te dis, ah, c'est un problème, tu vois. Moi, je connais pas, si on prend par exemple le Cameroun versus la Côte d'Ivoire, il y a quand même beaucoup de milliardaires au Cameroun. Et des milliardaires camerounais, tu vois. Des capitaines d'industrie camerounais. En Côte d'Ivoire, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de pans de l'économie qui sont dédiés ou qui ont été attribués à des Occidentaux. Et ça, je comprends que certaines personnes, ça puisse les déranger. Maintenant, j'ai un de mes amis qui dit toujours, le jour où ils vont partir, ils ne vont pas prendre les routes avec eux. Donc, toutes ces infrastructures-là resteront quand même bénéfiques pour le pays. Mais, du coup, j'imagine que lorsqu'on a une vision comme celle de Make Africa Great Again, c'est une vision qui ne s'inscrit pas sur 5-10 ans, c'est une vision qui s'inscrit sur 50 ans, un siècle. Bien sûr, quelque chose que tu verras peut-être pas, mais tu poses les jalons. Tout à fait. Mais du coup, on se dit, sur du long terme,
C'est sûr que quand tu parles d'aller investir, par exemple, en Côte d'Ivoire, si du court terme, tu as ce confort-là. Ouais. Mais si du long terme, est-ce que ça ne sera pas préjudiciable par rapport à ta vision? On verra. Pour moi, on verra. Je pense pas que ce soit préjudiciable sur le long terme parce qu'il suffit d'un changement de pouvoir, tu vois, pour que les choses changent. Et pour arriver au long terme, il faut déjà vivre en court terme. Mais les jalons qu'on pose sur le court terme, c'est en fonction de ce qu'on veut sur du long terme. Oui, aussi. Mais tu vois bien que c'est un équilibre à avoir. C'est pas... Regarde. Je te donne un pays comme la République centrafricaine. Ouais. Qui est, je pense, quand tu prends tous les indicateurs Ouais. de développement, que ce soit l'indice de développement humain, le taux de mortalité infantile, tout ça, ils sont souvent dans les 4-5 derniers. Ok, moi, c'est mon pays que j'aime. Donc, sur le long terme, je veux que ce pays se réussisse. Est-ce que, pour autant, il faut que j'aille m'exposer à la difficulté et prendre le risque que si je fais un enfant, il meurt? Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce qu'il n'y a pas des... Non, avant d'y aller, il faut que tu aies des petits indicateurs qui te disent que ça va changer. Je mets des trucs comme ça. Par exemple, de me dire. tu vois, mais tu peux même pas savoir, tu sais pas. Nous, depuis 1993, on est dans la guerre. On est en 2025 aujourd'hui. On a enchaîné coup d'État. T'as reçu quelqu'un ici qui a dit qu'elle a été victime de 10 tentatives de coup d'État. Voilà. Oui. Donc, quels éléments on se base pour pouvoir dire que demain ça va changer? Mais c'est quels éléments tu te bases pour dire que demain le pouvoir en Côte d'Ivoire va changer? Non, c'est la même chose. C'est que, en fait, dans tous les cas, moi je vais faire le travail pour mon pays. Oui. Même si je sais que c'est potentiellement risqué. Mais c'est mon pays, j'en ai pas d'autre. C'est là-bas que mon placenta est enterré. Donc j'ai pas le choix, je vais le faire. Mais pour autant, tu mitiges le risque, comme ils disent les Américains, mitigate the risk. Donc mitiger le risque, ça veut dire peut-être t'installes ta famille dans un pays qui est plus sûr et tu vas investir dans l'autre pays, ou l'un ou l'autre. Tu vas trouver des solutions pour faire en sorte que, eh bien, on ne mette pas tous nos œufs dans le même panier et on ne s'expose pas à des conséquences qui peuvent être graves. Pour mitiger le risque. Okay. Je trouve que par moments, bon, c'est ce que j'ai remarqué. Expérience personnelle. Dis-moi. Beaucoup d'Africains nés grandis ici sont très condescendants vis-à-vis des Africains qui viennent d'Afrique. Tout à fait. Pourquoi? C'est toi qui as parlé de complexe de supériorité, non? Tu n'as pas parlé de complexe d'infériorité. Mais il y a le complexe de supériorité aussi qui existe. De la même manière que le blanc, on va dire les termes, se sent supérieur par rapport à l'Africain. Et a construit tout un imaginaire quand on entend Macron parler et qu'il parle du manque de reconnaissance des Africains et autres. Ça, c'est le complexe de supériorité qui conduit à parler comme ça. Bien sûr. Et ce complexe de supériorité qu'on a à la tête de l'État, il ruisselle sur tous. Et donc, l'Africain qui a vécu en France, qui est né parfois en France, qui a grandi en France, on ne peut pas dire qu'il n'est pas infusé, qu'il n'a pas été impacté par cette mentalité-là. Étant impacté par cette mentalité-là, eh bien, il va considérer celui qu'il considère comme étant le blédard et dire on est supérieur. Parce que des choses que les gens qui sont en Afrique font, eh bien, les gens qui sont en France l'ont intériorisé comme étant barbare, comme étant sous-développement, comme étant ceci, comme étant cela. Et ça, c'est un problème. C'est quelque chose sur lequel, moi, j'ai toujours cherché à me battre pour la simple et bonne raison que le blédard que tu critiques là, moi, c'est mon père. Tu vois? C'est mon père que j'ai vu qui est arrivé comme ça. C'est mes frères et sœurs qui sont arrivés après moi. Tu vois? Donc, moi, je les vois comme ils sont, je vois comment ils vivent, on va dire qu'eux, ils sont moins bons que nous. Ce d'autant plus que, je pense que si on fait une stat, proportionnellement, entre les gens qui sont venus et les gens qui sont ici, ceux qui sont le mieux insérés professionnellement, eh bien, je pense que les gens qui sont venus du bled n'auraient pas à rougir. Ne serait-ce que, parce que quand tu viens du pays, tu viens avec un mindset prêt à tout arracher. Ce truc dont on parlait au début, là, de dire qu'on n'est pas perdu. Quand tu viens du pays, tu n'es pas perdu. Hein. Tu sais que tu es venu pour tes diplômes, tu es venu pour travailler, pour réussir financièrement. Et ce mindset-là, moi, mon objectif, ce serait que les jeunes qui ont grandi comme moi dans la diaspora, eh bien, ils aient tous ce mindset. Celui qui t'amène à être resté focus. Quand on vient, on essaie de te perturber en disant « Ah, prends un crédit ». Non, moi, chez moi, c'est là-bas. Je suis venu pour ça. Travailler, pour réussir professionnellement, pour m'insérer et pour aller chercher le plus haut niveau de responsabilité et de fortune que je puisse avoir dans ce pays. Donc, critiquer les blédards, pour moi, c'est une grande bêtise. Et pour les parents qui ont des enfants, parce que tu dis tantôt que, et c'est ce que j'ai remarqué aussi, ceux qui viennent du pays, je vois qu'ils ont beaucoup plus faim
que ceux qui sont nés et grandis ici. Premier volet de ma question, c'est pourquoi est-ce que ceux qui sont ici ont moins faim? Et le deuxième volet, ça serait qu'est-ce qu'un parent qui voit son enfant se perdre pourrait faire? Voilà. Alors, je peux répondre qu'à la première, malheureusement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que ceux qui sont ici ont moins faim? C'est le confort lénifiant. Le confort? Lénifiant. Pour ainsi dire. Ce qui est lénifiant, c'est ce qui t'endort. D'accord, ok. Tu vois. Ouais. C'est-à-dire que tu es ici, tu dis, mais moi, j'ai des droits. Je suis chez moi. J'ai les clés de ce pays, j'ai les codes. Et donc, j'ai pas besoin d'en faire plus. Quand tu parles avec les gens aujourd'hui, là, et tu leur dis cette phrase que nous, on a entendue depuis qu'on est enfant, tu devrais en faire 2 fois plus pour t'en sortir. Les gens, ils disent non. Moi, j'ai grandi ici. Je suis comme mon pote Kevin ou Nolan qui a grandi ici. Pourquoi est-ce que moi, je devrais en faire 2 fois plus? Et tu les vois, ils disent non, tranquille. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup ça. C'est beaucoup ce confort-là qui te laisse penser que j'ai pas besoin de me dépasser, j'ai pas besoin de grind, comme on dit, parce que je suis du pays, je suis ici chez moi. Tu vois? Et pour moi, c'est ça qui nous tue, majoritairement. Alors que si tu as conscience que tu n'es pas ici chez toi, que l'on t'a envoyé en mission pour travailler, si tu gardes ça en tête, eh bien ta manière d'opérer sera différente et tu auras toujours cette faim pour aller chercher plus. Les gens qui sont ici, on le voit, ceux qui sont là depuis même des centaines d'années, tu vois, ça atténue l'ambition. Il y a un concept qu'un de mes frères m'a partagé, Franck faisait bébé, qui est de chez toi. Comme dans le continent. Du continent. Quand on a fait un podcast, il m'a parlé du concept d'impuissance apprise. Oui. Le concept d'impuissance apprise, c'est quoi? C'est le fait que, à force qu'on te dise, qu'on te montre que ce que tu veux faire est impossible, tu finis par intégrer que c'est pas possible. Et quand je suis sur le podcast Kalimandjaro et que j'interviewe des gens qui ont grandi comme moi en France, tous ils vont te dire, sur la génération jusqu'à 90-2000, ils vont tous te dire, moi quand j'ai grandi, j'ai pas eu d'exemple de personnes qui avaient réussi qui me ressemblaient, sauf des rappeurs et des sportifs. Donc forcément, quand tu vois ça, tu te dis, bah, peut-être que c'est pas pour moi. Peut-être que réussir professionnellement, réussir sérieusement professionnellement, ce n'est pas pour moi. Donc, impuissance apprise, donc tu vas pas aller chercher loin. Alors que si tu as grandi en Afrique, le président est noir, le chef d'entreprise est noir, le haut fonctionnaire est noir. Tu vois des noirs partout autour de toi. Peut-être qu'ils ne sont pas toujours dans ta famille, peut-être qu'il y a de la pauvreté chez toi, mais tu sais qu'il y a des noirs qui peuvent réussir professionnellement. Et donc forcément, tu te dis, si c'est possible, je peux le faire. Donc ça débloque des choses dans ton cerveau pour aller chercher plus. Et, ok. Bon, maintenant, imaginons un parent qui est avec son enfant et il voit que son enfant a une crise identitaire. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Franchement, c'est très difficile parce que, comme je me suis dit, moi je suis parent, mais mes enfants sont encore jeunes, tu vois. Donc j'ai pas de clé particulière. C'est un sujet sur lequel je pense, mais je l'ai pas creusé de la même manière. Ce que j'ai vu qui marchait, bien souvent, c'est t'envoyer au pays. Et t'envoyer régulièrement au pays quand t'es enfant. Je sais que mes potes qu'on envoyait régulièrement, eh bien, ils ont un autre regard. Parce que tu commences à pondérer, te dire, mais ici, moi, je me plains, je vois les autres là-bas, ils n'ont pas les mêmes réalités que moi, ils se battent. T'as aussi ça peut combattre aussi ce concept d'impuissance apprise, parce que finalement, tu commences à voir qu'il y a des noirs qui font des grandes choses. Peut-être que ça peut être une solution, tu vois. Mais j'ai pas de clé certaine, quoi. D'accord, ok. Parce que justement, j'ai eu un retour d'expérience un peu différent dans lequel je expliquais que lorsqu'on envoie son enfant au pays, en fait, ça le radicalise davantage, je sais pas trop quoi. Ouais, bon, c'est les retours que j'ai parfois eus. Maintenant, oui. Ça le radicalise, c'est pas grave. Est-ce que c'est grave? Radicalisé? Ouais, oui, bien sûr, en ce sens où, s'il faisait des bêtises ici, là-bas, il va en faire beaucoup plus. Ah, oui, dans ce sens. Oui. Ok. Ça peut arriver, je pense que ça peut arriver. Maintenant, la question, c'est, est-ce que c'est la plus grosse proportion? Il faudrait réfléchir là-dessus. Est-ce que sur 10 enfants qu'on a envoyés au pays, combien sont radicalisés, combien ont changé, tu vois? Franchement, je sais pas. Mais je sais que j'ai les 2 témoignages autour de moi, effectivement. Ok. Et c'est peut-être ma question va paraître triviale, mais ça va me permettre d'entrer dans un autre sujet. Pourquoi est-ce que, au XXIe siècle, malgré tous les exemples qu'on a, beaucoup d'Africains, même de la diaspora née grandie ici,
sont encore beaucoup dans le complexe d'infériorité vis-à-vis des Européens. Mais même les Africains d'Afrique, hein. Tu dis ça comme si c'était que les gens Oui, d'ici bon, qui ont ce là-bas, complexe. moi je me dis peut-être parce qu'ils sont nés en Afrique, des conditions, je préfère. Ouais, moi, je parle de ceux qui sont nés ici, qui ont eu les mêmes opportunités, entre guillemets. Mais ont-ils eu les mêmes opportunités? Dans quelles conditions ont grandi une bonne partie des Africains qui ont grandi ici? Moi, si je prends mon exemple, j'ai grandi en cité, tu vois. Ouais. Je suis arrivé en France dans les années 80, début des années 80, papa étudiant, on a connu la cité. Donc connaître la cité, c'est quoi? C'est vivre dans un contexte où il n'y a pas d'argent. Il y a une misère sociale. Tu as les cafards, tu as l'insalubrité, tu as les problèmes de suroccupation des logements. Tout ça, ça fait que tu dis, voilà, nous, notre réalité. Et à côté, quand tu vas dans les beaux quartiers, par exemple, si tu vas dans le 16e arrondissement, tu vas pas avoir beaucoup d'étiens. Donc forcément, tu vas te dire que la richesse, elle est blanche et la pauvreté, elle est noire. Forcément, ça crée un complexe d'infériorité. Parce que tu te dis trop facilement que notre réalité à nous, les Noirs, c'est celle-là. S'il n'y a pas un mindset ou une culture qui commence à dire on peut exploser le plafond de verre, la réalité que tu vis actuellement, c'est pas ta réalité pour tous les jours, mais tu vas jamais t'en sortir. Mais heureusement que aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet et tout, je trouve la culture du développement personnel. D'ailleurs, quand je t'entendais parler, je me disais qu'il faudrait que tu axes plus ton événement sur le développement personnel africain que sur les livres. C'est plus large, mais bon, ça, on en reparlera après. Mais toute cette culture-là du développement personnel et du fait de dire que je peux exploser le plafond, me dépasser, qu'en fait, j'ai la responsabilité de la situation dans laquelle je suis et que si je me transforme, moi, je peux transformer ma condition, transformer la condition des miens. Eh bien, ça, c'est ce qui va te permettre de changer, tu vois. S'il n'y a pas ça, bah, tu vas considérer que moi, ma vie, c'est celle-là. Je parle en termes de masse, hein. Ma vie, c'est celle-là et elle ne changera jamais. Et donc, pour quelqu'un qui est dans ce complexe-là, il fait quoi? Moi, en tout cas, ma recommandation, Ouais. tu vois, ce serait justement de prendre conscience de ça. De dire, écoute Kalimandjaro, par exemple. Écoute toutes ces personnes-là qui ont la même mélanine que toi, qui parfois viennent des mêmes conditions que toi et qui, à un moment de leur vie, se sont battus pour dépasser leurs conditions. Et aujourd'hui, ils ont des boîtes. Quand tu prends Angelo Gopé, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est un humain comme toi et moi, tu vois. Il a grandi à Saint-Ouen, dans les quartiers. C'était un des premiers à avoir organisé les concerts de rap, tu vois, dans les années 80-90. Aujourd'hui, il est à la tête d'une entreprise qu'il a prise, ils n'étaient que 2. Et aujourd'hui, ils sont plus de 100 et quelques. Et il fait 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si tu imagines en termes de richesse ce qu'il a généré. Mais quand tu vois quelqu'un comme ça, moi, je reste à côté de lui. Et je vois que c'est un humain comme moi. Je dis, mais comment? Genre, moi, là, je ne suis pas capable de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est une des premières clés, je pense. Il faut absolument que tu t'exposes à une réalité différente pour pouvoir ensuite passer à un autre step. Deuxième clé, pour moi, c'est de t'entourer de personnes différentes. C'est pour ça qu'il faut venir au week-end de l'écrivain. Tout dans le premier commentaire. Oui. Ouais, notamment. Moi, j'allais faire du call to action pour moi. C'est pour ça que c'est projet Black Network. Entre autres. Non, mais notamment. Mais toutes ces choses-là, en fait, ça concourt à ça. Back to Africa. Quand tu es à Back to Africa et que vous êtes des milliers, comme ça, tous tournés vers le même but. Le but qui est de faire en sorte que l'Afrique soit riche, l'Afrique soit forte et qu'on y retourne, qu'on y contribue, ça crée quelque chose en toi. Donc, s'entourer d'une communauté de pairs qui vont te challenger, te tirer avec eux vers le haut, ça aussi, c'est une des clés. Donc, 2 clés. Première, regarder, voir des personnes qui font ce que tu veux faire et qui sont là où tu veux aller, ou bien qui vont te susciter d'autres idées. Et 2, t'entourer de personnes qui, elles aussi, sont dans la même démarche. Parce qu'elles vont te conseiller. Et tu vas te retrouver dans des situations où tu dis, je vais aller regarder un match. L'autre, il dit, arrête, laisse les matchs. On a du travail. Tu vois? C'est ça pour moi. Et du coup, pour ceux qui peut-être ne le verraient pas, comment ça se manifeste, ce complexe d'infériorité-là? En fait, là où c'est malheureux, et je te le dis parce que moi-même, je pense l'avoir vécu d'une certaine manière, c'est que le vrai problème du complexe d'infériorité, c'est qu'il y a plein de choses qui sont belles et qui sont grandes où tu vas te dire, c'est pas pour moi. Tu vas intégrer le fait que tu peux pas aller attraper ces choses-là.
Et donc, tu vas pas manifester. Tu vas pas par exemple, postuler à un poste. Imagine, il y a un poste de DG dans ton entreprise. Toi, tu es là, alors que tu as un master. J'ai un de mes gars comme ça, c'est malheureux. Mais bon, je vais pas en parler. Mais il a un master. Et aujourd'hui, il a un poste on va dire, de technicien, tu vois. Eh bien, il y a un poste de DG qui s'ouvre, un C-level qui s'ouvre. Tu vas pas y aller parce que tu vas dire, c'est pas pour moi. Tu vas t'auto-limiter finalement pour aller attirer, oui, des opportunités. Et ça, même dans ton entourage, tu vas avoir une femme, tu vois que, tu sais, souvent la plus belle fille de l'école, personne ne la drague. Tu as déjà remarqué ça? Oui, souvent. Complexe d'infériorité. Parce que le gars se dit, elle est pas à mon niveau, moi. elle est pas bien. Alors que si toi-même, même si tu es bossu comme Quasimodo, mais tu te dis, ça c'est mon niveau, ça se trouve c'est toi qui vas l'apprendre. Tu vois? Ben, c'est tout ça le complexe d'infériorité. Mais le pire, c'est que même chez les personnes, des fois bien éduquées de la communauté, il y a quand même ce gros complexe-là. Je prends par exemple, je vais tirer sur les femmes. Quand je vois beaucoup de femmes africaines qui mettent tout le temps les cheveux lisses lorsqu'elles vont à un événement important. Complexe d'infériorité ou pas, selon toi? Je sais pas. Tu sais pas ou tu veux pas te mouiller? Non, parce que je sais, quelque chose que j'essaie de faire, c'est d'éviter les discussions de comptoir, tu vois, où je suis là et je déblatère comme si je connaissais la chose. Tu as un avis? Oui, mais c'est qu'un avis. Quelqu'un m'a dit un jour, la vie, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Ton avis, du coup, mais ça compte quand même. Il n'est pas important. Si. Non, franchement, et pour le coup, en plus, j'aime pas un avis tranché. C'est-à-dire que, est-ce que vraiment, c'est un complexe d'infériorité que de se mettre les cheveux lisses? Moi, en tout cas, ma femme, elle se met pas les cheveux lisses quand elle a un rendez-vous important. Par exemple, le mariage. Très souvent dans les mariages, chez nous, si tu n'as pas mis ton chignon avec tes cheveux lisses, c'est pas, tu parles dans le truc. Tout à fait. Mais ça, c'est des canons. En fait, c'est pour ça que c'est plus complexe. Les canons de beauté, aujourd'hui, c'est des choses qui sont culturelles. C'est comme ça. Maintenant, est-ce que, à l'origine, quand on les a mis en place, c'était parce qu'il y avait un complexe d'infériorité? Potentiellement, oui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui le font ont ce complexe d'infériorité? Je suis pas sûr. D'accord. Et des fois aussi, moi, j'ai remarqué des trucs. Des fois, bon, les gens ne savent pas comment se positionner. Des Africains qui arrivent dans un resto et on leur dit ça, c'est pas pour vous. Du moins, on leur fait comprendre d'une certaine manière que, voilà, vous ne devez pas rentrer là. Ouais. Et puis, ils en font tout un boucan. Tu en penses quoi? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme attitude dans ce cas de figure? Nous, en tout cas, Black Network, et je dis même dans notre écosystème, on a une réflexion qui est très claire là-dessus. Ouais. Nous, on prône le support Black Business. D'accord? Tu vois, là, j'ai une montre. Cette montre-là, pour le même prix, j'aurais pu avoir une Breitling ou une Rolex. Ouais. Tu vois? Mais, je me dis, c'est plus important pour moi, symboliquement, d'avoir une montre faite, alchimie, par un Guadeloupéen, un frère comme moi, qui se donne l'ambition de faire quelque chose plus tard, et qui va pouvoir inspirer mon fils, inspirer mon frère, inspirer ma fille, que d'aller consommer chez les marques que j'ai citées. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est général. C'est-à-dire que dès qu'on peut, on va consommer chez la communauté. Et si demain tu me rejettes dans ton resto, que faire? Donc, on ne devrait pas se plaindre par rapport à ça, faire du bruit, ça doit changer et tout. Moi, je suis contre la pleurniche. Tu vois. Bien sûr, c'est pas bien. Bien sûr, c'est pas normal. Mais c'est une question de dignité. Tu vois, tu es là avec ta tenue, avec ton chapeau, fier comme ça, et tu vas aller pleurnicher parce qu'on t'a pas accepté dans un restaurant? Un grand monsieur comme toi? Non. Mais est-ce que quelque part aussi, c'est pas ça qui a permis que les Africains puissent avoir certains droits, même ici en France? Parce qu'il y a eu des gens qui ont pleurniché, qui ont manifesté. Ça, c'est leur stratégie. Moi, en tout cas, c'est pas la mienne. Moi-même, j'ai beaucoup manifesté. Mais à un moment, on s'est dit, non. La solution pour nous, c'est l'organisation communautaire. Consommer chez les nôtres. Fabriquer, comme on parlait du Cameroun, fabriquer nos propres champions. Une fois qu'on aura fabriqué nos propres champions, quand il y avait la Villa Maasai là, tu nous disais, tel restaurant n'est pas là. Bon, vas-y, moi je vais manger à la Villa, tranquille. Ouais. Tu vois? Chercher, sur tous nos sujets, il faut qu'on trouve, je te dis, là, ma montre de luxe, alchimie. Je vais aller dans un resto, il y a plein de beaux restos. Je vais aller dans une boîte de nuit, on a nos boîtes de nuit. On doit recréer notre écosystème, consommer chez nous où on ne sera pas viré. Ou en tout cas, où on ne sera pas viré à cause de notre couleur de peau, à cause de notre origine ethnique. D'accord. Ok. Mais consommer chez nous, c'est quoi la limite? Parce que des fois, beaucoup se plaignent du fait que
Nous, on ne sait pas être fin. Je vais prendre un cas simple. Tu as reçu un grand frère qu'on apprécie tous sur la chaîne, Philippe, qui disait qu'à un moment donné, il a eu rechercher un prestataire pour son événement. Ouais, il en parle dans l'épisode. Ouais. Voilà, et il dit justement que lui ne recrute pas une couleur de peau. Il dit, c'est quoi la limite? Parce qu'on décide de consommer dans la communauté. Moi, j'ai une règle simple. C'est à compétence égale, je prends quelqu'un de la communauté. À compétence égale. C'est ça. Voilà. Ça, c'est la règle que tout le monde doit appliquer. Oui. Moi, Tanguy de Bangui, même parfois, compétence moindre, je prends quelqu'un de la communauté. Mais ça, c'est personnel. Oui. Parce que je pense que, de par ma position, de par mes convictions, je dois faire un effort supplémentaire. Mais pour la communauté dans son intégralité, à compétence égale, tu prends quelqu'un de la communauté. D'accord. Donc, est-ce que ça ne serait pas contre-productif, justement, le fait d'aller dans la démarche de, OK, bon, lui, il est un peu plus, j'avais dit, il est moins compétent, mais pour soutenir, je vais le voir. Ça dépend, en fait, de la manière dont tu soutiens. Oui. Par exemple, il y a un resto dans lequel je vais souvent, et je sais qu'en termes de qualité de service, ils sont moins bons que d'autres restos. Oui. Tu vois. Mon travail à moi, c'est de parler régulièrement avec le ou la gérante et de lui dire, ça, il faut que tu améliores, ça, il faut que tu améliores, ça, il faut que tu améliores, ça, il faut que tu améliores. Maintenant, on n'est pas des travailleurs sociaux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si la personne elle-même, elle ne se prend pas en main, mais tu ne vas pas continuer. Notre but, ce n'est pas de sauver les gens contre leur propre volonté. Et c'est là qu'il faut commencer à savoir qu'il y a certains entrepreneurs de la communauté auxquels on a fait des reproches, on est revenu, on leur a dit, et tous les ans, c'est toujours la même chose, toujours la même chose. À un moment, il faut leur dire, bon, franchement, désolé, mais là, on va t'abandonner. Et c'est là où il faut cette exigence-là, qui est la seule qui permet d'arriver à l'excellence. Eh bien, c'est ce qui va nous permettre de grimper, de nous améliorer en tant que communauté. Et si on ne le fait pas, on va se retrouver avec une communauté qui est KO. Et donc, on ne va pas pouvoir parvenir aux résultats qu'on souhaite obtenir pour nos enfants, pour les générations qui viennent. Et donc, il y a un moment où il faut savoir dire aux gens, on vous a conseillé, on vous a accordé une chance, deux chances. Peut-être qu'on va accorder plus de chances qu'aux autres. Mais il y a un moment, il faut qu'on arrête. Et qu'on dise, toi, on t'aime bien, tu as fait ta part, on t'a déjà ouvert la porte. Maintenant, on va te laisser sur le côté pour ouvrir la porte à d'autres. Peut-être que ces autres-là, ils vont mieux comprendre la nécessité de s'améliorer, la nécessité de progresser, pour faire en sorte qu'on ait un niveau de qualité nécessaire, suffisant, pour que nous, on puisse être fiers. Et tu penses donc quoi du fait de résoudre ces différences sur les réseaux sociaux? Parce que j'ai discuté avec le maître Mbeko, le grand frère, et justement, lui trouvait que c'était pitoyable. Tu en penses quoi, toi? Il a dit que c'était pitoyable de... Bon, il a dit que c'était regrettable, quoi, à chaque fois qu'il y a un problème, qu'on utilise les réseaux sociaux pour régler. Toi, tu en penses quoi? Je suis assez d'accord avec ça, pour le coup, tu vois. En fait, je sais plus dans quel resto j'étais allé, mais vraiment un resto hors de la communauté, tu vois. J'ai pris une prestation là-bas et j'ai vu, le niveau, c'était pas ça du tout, quoi, tu vois. Et tous les gens qui venaient, ils étaient comme moi. Mais personne n'a pris son téléphone, personne n'a pris son Snap pour aller faire des stories et commencer à dire « Ah, non, tu vois. Ça, pour moi, effectivement, il faut qu'on apprenne à laver notre linge sale en famille. Et qu'on ait moins ce réflexe-là. Moi, j'ai dit. Pas du tout. Jusqu'à quel point? Je ne vais pas le citer, mais il se reconnaîtra. Je pense que c'est de qui je vais parler. Ouais. Ben, c'est un personnage, je suis désolé, moi je ne peux pas le recommander. Oui. Il a eu plusieurs fois, on le sait tous. Est-ce que quelque part, ne rien dire par rapport, parce que connaissance qu'il fait, connaissance au niveau de crédibilité, est-ce que ce n'est pas un silence complice par rapport à ce qu'il fait au quotidien et qui continue à porter du tort à la communauté? Je comprends. Et en fait, pour moi, il y a deux choses à faire. En tout cas, deux choses que moi j'ai choisi de faire. Première chose, c'est effectivement ne plus être solidaire. Ne plus afficher de soutien, c'est-à-dire poser mon logo n'importe où, moi-même me rendre dans n'importe quel endroit, rendez-vous ou autre, où je sais que c'est pas qualitatif. Ça, je pense, c'est la première chose. Je sens même parler de boycott, mais en fait, si c'est pas qualitatif, pourquoi est-ce qu'on y va en réalité? C'est-à-dire peut-être qu'on trouve autre chose, mais normalement, on ne devrait plus consommer chez des gens qui donnent pas une prestation à la hauteur de la qualité qu'on attend, du minimum qu'on attend. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pour la personne dont tu parles, en tout cas pour ces prestations-là, moi, beaucoup de gens me posent des questions, tu vois. Là, pas plus tard qu'hier, quelqu'un me dit, tiens, tel jour, j'ai rendez-vous avec tel, qu'est-ce que tu peux m'en dire? Premier réflexe, c'est de dire, moi, mon rôle, c'est pas tirer sur la communauté. Elle m'a dit ça, je lui ai dit ça. Elle m'a dit, bon, déjà, quand tu dis ça, c'est un premier signe, tu vois.
Mais en plus, elle est du réseau. Elle me dit, non, mais moi, il faut que tu me protèges. On est dans le même réseau, on est dans le même écosystème. Et ça, j'ai dit, bon, voilà moi l'expérience que tel a eue, l'expérience que Valère a eue, l'expérience que tel. Je dis maintenant, fais ce que tu as à faire. Tu vois? Donc notre rôle, c'est aussi, lorsqu'on nous sollicite pour des recommandations, parce que c'est comme ça que fonctionne beaucoup le business aussi, Oui, bien sûr. mais qu'on puisse dire, non, pardon, je ne peux pas le recommander. Pour des raisons objectives, pas parce qu'il porte des cravates bleues et que moi j'aime les cravates rouges. Non, c'est parce que objectivement, il a travaillé avec telle personne, ça s'est mal passé, telle personne, ça s'est mal passé, telle personne. Donc, quelle vie avec toi ça va bien se passer? C'est pas possible. Mais justement, on va aller plus loin. Parce que c'est pour ça qu'il dit que peut-être que notre silence est complice, je sais pas. Mais récemment, il y a une femme qui a carrément fait une vidéo pour exprimer son mécontentement. Nous tous, on a plus ou moins été victimes. Mais il a fallu que ce soit cette femme-là qui le fasse. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu que nous, d'une certaine manière, on alerte? Parce qu'au final, est-ce qu'on n'est pas complice? Créer du contenu, faire du marketing, écrire des pubs, trop compliqué, trop long. Votre audience ne réagit pas, normal, elle ne se reconnaît pas. Copily fait tout pour vous, en un clic. Notre IA parle votre langue, comprend votre marché et crée du contenu qui capte l'attention. Marketing 100% automatique. Engagement 100% authentique. Vente 100% boostée. Essayez Copily dès maintenant. Yeah. En fait, je pense aussi qu'il y a la responsabilité de chacun. Tu vois, d'une certaine mesure. Moi, je vais te donner un cas concret qu'on a eu dans le réseau. Quelqu'un, nous, on a une communauté. Donc, dès qu'on a un besoin, tu vas sur le groupe WhatsApp, tu dis, j'ai besoin d'un avocat, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Les gens qui me connaissent bien, ils me demandent à moi. Parce que dans l'ensemble, je connais quand même tout le monde. Si tu permets, je vais aller plus loin. Parce que vous qui connaissiez le personnage, parce que vous le connaissiez, je me suis quand même fait avoir. Alors que si j'avais su que vous le connaissiez, mais je serais bien du moins si on avait une information. Pourquoi est-ce que les informations passent souvent à la télé par rapport à une personne? Alors attends, déjà, moi je peux te tirer dessus. Oui. Est-ce que tu m'as appelé avant? Mais à ce moment, on n'était pas proche. Mais quand même. Je savais même pas que vous connaissiez. T'étais déjà dans le réseau, non? Non. T'es sûr? Certain. Parce que moi, quand tu m'as parlé, j'ai dit, oh, comment ça se fait que tu m'en as pas parlé? Et non. Moi, je t'aurais dit direct. Même si, je sais, non, oui, après, c'est autre chose. Parce que je savais pas. En fait, faut avoir la vision un peu complexe des choses. C'est-à-dire que, il y a des gens qui ont de l'ego, il y a des gens qui ont des défauts, mais tout défaut n'emmène pas à toute réaction. Il y a des défauts qui sont graves quand même. Non, ce que je veux dire, c'est que savoir que tu ne sais pas gérer une situation X ne veut pas dire que tu ne sauras pas gérer une situation Y. C'est des situations différentes, tu vas te comporter différemment. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, une fois, j'avais un rendez-vous avec une ministre et un boss d'un fonds d'investissement. Ouais. Je suis arrivé 30 minutes en retard. Tu vois? Dans ma tête, je me suis dit, ça y est, c'est fini. C'est mort, ouais. Tu vois, c'est mort. Et ils auraient pu me dire, mais next, toute ma vie, tu vois. Mais les gens m'ont donné une deuxième chance en disant, c'est pas parce qu'il a été en retard, peut-être qu'il avait une bonne raison. Et d'ailleurs, pour le coup, j'avais une très bonne raison. Mais ils m'ont accordé de la confiance sur le reste. Et je pense que sur tout le travail qu'on a fait pendant les 3-4 années depuis lesquelles on collabore, ils sont très contents. Oui. Donc le fait que tu sois pas quelqu'un de ponctuel à un moment X ne veut pas dire que sur le business que tu peux apporter derrière, tu sois pas bon. C'est ça aussi. Donc la connaissance que j'avais de la situation X ne pouvait pas forcément me laisser présager que sur la situation Y, ça allait avoir ce problème. Mais pourtant, quand je vous ai remonté l'info, vous m'avez dit tous, mais c'est du... Ah ouais? Oui, vous m'avez tous dit, tout le monde m'a dit la même chose. Oui, mais... Mais c'est connu, ça. Franchement, moi, peut-être que moi... Je sais pas si moi je te l'ai dit. Parce que Tu n'as pas été surpris, hein? J'ai pas été surpris. Ouais, bon, peut-être. Tu n'as pas été surpris du tout. Mais en fait, pour moi, voilà, il y a deux situations. Ce que je t'expliquais, j'étais en train d'expliquer, c'est que, il y a des gens qui font du business entre eux dans le groupe. Tu vois, l'autre, il a appelé un avocat. Mais l'avocat en question, je sais que lui est spécialisé en droit du travail. Ouais. Mais il appelle sur un litige de droit commercial. L'avocat accepte la prestation. Et finalement, il a un problème. Tu vois, il n'arrive pas à gérer la situation. Je lui ai dit à mon gars, j'ai dit, mais attends, c'est comme si demain, tu as un problème avec ta femme, tu veux divorcer, tu vas appeler quelqu'un qui est spécialisé dans le droit de l'aviation. Ouais. Ça n'a pas de sens. Lui, il n'a pas fait son travail. Donc, c'est à chacun de nous aussi de faire le travail dans un premier temps. Et le travail, c'est aussi de chercher des recommandations. Quand tu vas voir quelqu'un, parce que des fois aussi, on se dit, je vais bosser avec tel parce que, il a la hype, il a la fame, il a ceci, il a cela. Et donc, on se dit, forcément, ça va délivrer. Et là, on est chaud bouillant. Et après, quand ça arrive, tu te dis, finalement, c'était pas le cas. Faut appeler les gens. Moi, il y a plein de gens. Rien que cette année, il y a plein de gens. Ils m'ont appelé. Je dis, non, pas lui. Lui, oui. Lui, non. Lui, si. Lui, ça. Lui, si. Parce que là, tu vois, nos oreilles, comment elles sont grandes.
on a tout entendu, on entend tout, comment les gens fonctionnent, tu vois. Et c'est notre meilleur moyen, c'est de recommander les gens, tu vois. Et même aller voir les notes sur Google, tout ce qu'on fait chez les autres, faut aussi le faire dans la communauté, tu vois. Quand tu vas dans un restaurant, tu regardes la fourchette, Google, je sais pas quoi, tu regardes, est-ce que c'est bon? Mais la même chose existe dans la communauté. Ok. Donc, c'est aussi notre responsabilité, je pense, à chacun de faire des due diligence. C'est comme ça qu'on parle dans l'univers des levées de fonds. Tu fais des due diligence quand tu veux travailler avec un prestataire. Et après, la due diligence, pour tout ce qui est la communauté, c'est m'appeler. Moi, je pourrais vous dire. Ok, donc ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui vient faire du business avec nous, on doit contacter Tanguy de Bangui ou le réseau Black Network pour savoir est-ce que lui, je recommande et tout. Il y a de fortes chances, en tout cas pour les personnes qui sont visibles dans la communauté, que nous, on ait eu à travailler avec eux d'une manière ou d'une autre, on peut te dire. Et il faut avoir à l'idée, moi, c'est mon mentor Ibrahima qui m'a dit ça, 80% des gens sont médiocres. Ouais. On est d'accord là-dessus ? J'ai dit ça sur LinkedIn, les gens ils étaient fâchés. Je dis 80% des gens sont médiocres. Peut-être qu'ils ne sont pas médiocres en tout, mais en tout cas, 80% des gens sont médiocres. Et tu te mets dans les 20% de Moi, il y a des sujets sur lesquels je suis médiocre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que sur les sujets de networking, il n'y a personne en France qui est comme moi. C'est quoi ta spécialité? C'est ça que je suis en train de te dire. Ouais. Moi, j'ai fait de la mise en relation stratégique mon expertise. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que à partir du moment où tu as un problème, je vais te trouver forcément la bonne personne pour régler ce problème. Est-ce que c'est aussi compliqué que ça de trouver la bonne personne? C'est très compliqué. Vas-y. Qu'est-ce qui rend le C'est très compliqué parce que le business, c'est que de la confiance. Ouais, grave. T'es d'accord avec moi? Ouais. Et quand moi, j'arrive et je te dis, cette personne-là, tu peux y aller les yeux fermés. Ça n'a pas de prix, ça. Tu vois? Ouais. Quand je te dis, va de ma part, cette personne, elle va t'accueillir. Ça n'a pas de prix, ça. Quand un de mes gars monte une boîte, il doit lever des fonds. J'appelle un boss d'un fonds d'investissement. Je lui dis, écoute, ça, c'est mon gars. Reçois-le. Il le reçoit, ils font le truc. Ça débloque des années de recherche. C'est ça, moi, mon travail aujourd'hui. Tu vois? Là-dessus, je peux dire que je suis le meilleur. Par contre, je sais que sur le suivi des dossiers, par exemple, là, je suis médiocre. Tu vois? Je le dis là devant tout le monde. Je t'accompagne, mais s'il faut qu'on fasse un truc sur 10 ans, je suis médiocre. Même sur l'organisation, je suis tout ce qu'il y a de plus médiocre. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu connais Pamela? Pamela qui bosse avec nous, notre directrice d'opération. Oui, Pamela, oui, bien sûr, oui. Le premier recrutement qu'on a fait dans Black Network, c'est une directrice des opérations. Parce que s'il s'agit de communiquer, aller dans les événements, parler, avoir des idées, il n'y a pas de problème. Là, franchement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont mon égal. Mais quand il faut organiser, coordonner les choses concrètement, je ne suis pas bon. Qu'est-ce que je fais? Je fais ce premier recrutement-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est aussi ça, notre responsabilité en tant qu'entrepreneur. C'est là où tu es bon, ta zone de génie, tu en es conscient. Là, tu es dans... Je dirais que je suis même pas, parce que je suis même pas dans les 20% de bons. C'est que dans les 20% de bons, moi, je fais partie des 20% d'excellents dans ma zone de génie. D'accord? Maintenant, sur le reste, je délègue. En tout cas, je suis accompagné pour faire en sorte de limiter un peu la casse. Imaginons quelqu'un que tu ne connais pas, qui te contacte et dit que j'ai besoin que tu prêtes la voix pour moi, pour entrer en contact avec X, Y personne. Non, c'est pas possible. Si je te connais pas. Comment moi, je vais engager ma responsabilité? Parce que la vérité, c'est que si, regarde, demain, toi, je te dis, tiens, fais le podcast pour mon gars, s'il te plaît. Et le gars, sur le podcast, il vient raconter n'importe quoi. Il t'a fait perdre 1h30. Demain, je te rappelle encore, je te dis, hey, j'ai encore un gars, tes gars. Tes gars là. Je t'aime bien. Pardon. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est que l'histoire de ma vie, la confiance là. Tout le monde le dit, mais en réalité, on s'en rend pas compte. C'est que ça met énormément de temps à se construire. Pour le briser là, c'est un instant. Tu vois? Or, moi, mon plus gros asset, c'est la confiance depuis 2011, on est là, on n'a arnaqué personne, tu vois. Peut-être qu'il y a des sujets sur lesquels on n'a pas été à la hauteur. Des gens qui ont adhéré, qui ont dit, finalement, il ne s'est rien passé pour moi, tu vois. Ça peut exister. Mais personne ne peut dire, je lui dois de l'argent, je l'ai escroqué, j'ai bien pris une prestation, ou je l'ai levé j'ai traité ça par-dessus la jambe. Ça n'existe pas. Et c'est ça qui crée la confiance. Et ça, là, c'est ce qui va me permettre d'aller décrocher la lune. Demain, tu peux me présenter au président, tu sais que lui, il est bon, il sait se tenir, il est équilibré intellectuellement, mentalement, il n'a pas trop d'ego, parce que ça aussi, on l'a vu, c'est ça le problème chez certains. Donc, ça, c'est mon asset le plus précieux. Donc, je le chéris plus que tout. Et donc, aujourd'hui, pour orienter vers toi, là,
les checks que j'ai fait là pour orienter vers quelqu'un, c'est trop, c'est pas possible. D'accord. Mais pour revenir au cas de la dame qui, au final, elle a fait la vidéo parce que, bon, voilà, elle n'en pouvait plus par rapport à un frère de la communauté qui a des comportements un peu bizarres, vous comprenez de qui je veux parler. Bref, elle a envoyé des messages. Elle n'avait pas de retour. Donc, du coup, la seule solution qui lui restait, c'était ça. À sa place, tu aurais fait quoi? Moi, j'ai un frère, enfin, un gars de la communauté, qui était en galère, qui avait besoin d'un investissement, d'investir dans un projet. Il m'appelle, il me dit, tiens, il y a ce projet-là, ça va être tu vois, ça va être le feu pour Black Network, pour tout, nanana. Et c'est quelqu'un qui a une grosse réputation dans la communauté. Il me dit, ça coûte 3 000 €. Je réfléchis, je dis, ok, je lui envoie les 3 000. Il se passe plus rien, tu vois. Mais on continue de discuter, et à un moment, je dis, mais l'argent, là, j'ai investi, où est-ce qu'on en est? J'ai jamais vu les papiers. Il me dit, ah, c'est tombé dans un trou, mon gars, c'est fini, j'ai perdu l'argent. Est-ce que je vais m'amuser à faire une story comme ça, moi, Tanguy de Bangui, hein? Tu vois ce que je veux dire? Non, toi, tu échanges avec lui. La dame, elle n'avait pas de moyens. Même s'il n'y a pas d'échange. Oui. Laisse. C'est ma leçon. J'ai appris. Tu vois ce que je veux dire? Je sais que demain, avant de faire, je vais fact-checker, je vais plus recommencer. Tu vas plus m'avoir une deuxième fois. Mais le fait, quand même, qu'elle ait fait la vidéo, ça a permis de lever un pas de voile sur ce que beaucoup de gens savaient. Qu'est-ce que ça... Et quelque part, ça évite que d'autres personnes se fassent savoir. Ça va pas éviter. Non, il a dit quelque part. Ça va pas éviter. Tu Ça sais va pourquoi? Pourquoi? Moi, je vais te dire pourquoi. Parce que les gens se mentent à eux-mêmes. Beaucoup de gens se mentent à eux-mêmes. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Beaucoup de gens sont attirés par les paillettes. Donc, quand ils voient le truc là, ce service là, ils se disent, ouais, l'autre s'est fait arnaquer, mais moi, ça va aller. Et en plus, si ça marche, les résultats que je vais avoir là, ça va être trop fort. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il y a beaucoup de gens qui vont continuer d'y aller. Et qui continuent d'aller, qui continuent de consommer chez la personne. Comment ça se fait? Il y a des gens qui escroquent tout le monde, c'est notable. Mais ils sont toujours là, ils vivent encore. Alors que tout le monde le sait, ça n'a rien changé. Non, mais quelque part, on se rend bien compte que ces initiatives ne fonctionnent plus du tonnerre. Moi, je vois Oussama Hamar, il est encore là. Tu connais Oussama Hamar? Ben oui. Il est encore là. Mais c'est qu'il apporte du bon. Donc ça montre que, pourtant, il y a des gens qui disent qu'il a arnaqué, mais des millions d'euros. Non, c'est qu'il envoie du bon. Donc ça veut dire que c'est pas aussi simple que ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est la preuve pour moi. Hein. Mais pour ce genre de cas, on fait quoi? On regarde. Moi, Parce que quelque part, tu as une responsabilité quand même. Oui, c'est pour ça que je t'ai dit, maintenant, je fais attention où tu vas apposer ma tête, où tu vas apposer mon nom. Parce que je vais checker, être plus exigeant. Parce que la phrase que je dis souvent, il n'y a pas d'excellence sans exigence. Donc c'est à nous maintenant d'être exigeants avec notre entourage. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Et tu vas voir que tu as plein de gens. Moi, j'ai un Chon Yang, par exemple. Chon Yang, on était à un événement, ça fait longtemps. Hein. Peut-être en 2017 ou 2018. On discute, il dit « Ah non, ce que tu fais, c'est trop bien. » Il prend mon téléphone, il note son numéro dans mon téléphone. Mais tu crois que tu vas appeler Chon Yang, là, tous les jours, il va décrocher? Non. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il sait, il gère son temps, il gère son truc. Donc pour moi, c'est ça aussi, tu vois. Savoir où tu vas, être exigeant par rapport à toi, ton temps, ta valeur. Il y a des gens avec qui tu vas pas faire de business parce que tu les sens pas, parce que, tu vois, les gens t'appellent, tu décroches pas. Parce que j'ai pas le temps, je m'occupe de mes enfants, je fais mes trucs. C'est ça pour moi le move qu'il faut faire maintenant. On a une responsabilité, certes, mais on va pas adouber tout le monde, tu vois. Sinon, c'est comme si tu donnes aussi de la confiture au cochon, comme on dit, tu vois. Si tu vois que les gens, ils sont pas encore au niveau... Tous les grands sont exigeants avec leur temps. C'est ça, là, pour moi, le pattern que tu vois chez les grands, tous les grands. Ils sont exigeants avec leur temps. Ah oui. Donc, à nous aussi d'être exigeants avec notre temps. Exigeants aussi par rapport à la qualité qu'on veut avoir pour la communauté. Eh bien, on va mettre les gens à un certain level. Et on ne va voir que si tu as prouvé un certain degré de qualité, je pense. D'accord, ok. Et moi, j'aimerais bien avoir ton analyse par rapport... Je reviens sur l'affaire parce que ça refait surface. Ah, tu veux pas, hein? Quoi? Non, je ne suis pas dessus. Non, je suis passé dessus Okay, par d'accord. rapport à... Pour le cas de la famille Pogba, Ah, c'est intéressant. quoi l'analyse que tu fais de la situation? Par rapport à quoi? Mais par rapport à ce qui s'est passé.
Mais sur quel angle? Je pense qu'il peut y avoir plein d'angles différents. Bon, déjà, Quelle est la question précise? le fait que... parce que Mbeko, lui, il a son analyse qui est différente. Il en a parlé? Ah oui, il en a Mais parlé il est pas sur un avocat de la podcast. famille. Non, il en a parlé sur un podcast en tout cas. Bon, apparemment, il y a certaines choses qu'il peut dire. Ok, Voilà. d'accord. Qu'on recevra très bientôt sur la chaîne, parce qu'on doit aussi le secouer, le grand frère. On doit l'aider à détacher les locks. Justement, tel qu'on voit, tel que la chose est présentée, on a tout de suite l'image du frère qui serait jaloux, du grand frère qui serait jaloux du petit frère au point où il serait prêt à monter des trucs. Quelle est l'analyse que tu fais de ce scénario-là? Fake, intox ou réalité? Franchement, je sais pas. J'ai pas suivi le dossier. Ah, ok. Moi, déjà, je ne regarde pas le foot. Vraiment. Moi non plus. Voilà. Mais il n'y a pas besoin de regarder le foot pour Non, suivre. c'est pour je te donne. Ouais, ok. Je découle. 2, cette affaire particulièrement, j'ai pas pris le temps de regarder en fait. Tu vois, on a tellement de sujets intéressants à lire que savoir des histoires d'embrouilles entre frères et Non, c'est sœurs. aussi une leçon qu'on peut tirer derrière. Mais qu'est-ce que tu as découvert dans cette histoire-là? Qu'est-ce que moi j'ai découvert? Ce que je veux dire, c'est qu'est-ce que tu as découvert que tu ne savais pas en te renseignant sur cette affaire-là? Bon, moi j'aimerais pas biaiser toi ta réponse. Non, Mais je me suis peut-être. rendu compte que les choses ne sont pas comme on pense. C'est-à-dire? En ce sens où, après avoir écouté l'analyse de Maître Mbeko, je me suis dit, peut-être que, tel que les faits sont présentés comme quoi ça serait le frère serait responsable de tout ce dont on l'accuse, et peut-être que c'est pas ça. Mais lui, c'est l'avocat de qui, lui? Mais du grand frère. Donc, il a défendu qui? Il défendait Mathias Pogba ou Mathias. Paul? Mathias. Voilà, ok. Donc, il est venu plaider la cause de son client, quoi. Ouais. Dans un podcast. Là, je sais pas quel crédit accorder à quelqu'un qui est payé pour défendre quelqu'un. Déjà, ça, c'est le premier sujet. Ouais. Après, pour aller plus loin sur leur situation, franchement, les histoires... moi, je connais des fratries où il se passe des dingueries, hein, tu vois. On en connaît tous. Et si tu regardes bien, tout le monde en connaît. Alors, encore plus quand il y a de l'argent en jeu, des grosses sommes. C'est triste. C'est triste. Mais franchement, tu dis vraiment, j'ai jamais regardé un documentaire sur le sujet. Donc, j'entends des gens parler comme ça. Mais c'est triste. Ok. Et toi, aujourd'hui, puisque tu es beaucoup dans le réseau, comment est-ce que tu fais pour entrer en relation avec les gros? J'ai remarqué, avant ce que je faisais, à l'époque, Ouais. quand j'allais à un événement, Ouais. je mettais ma target sur l'intervenant et j'allais l'attraper, coûte que coûte, tu vois. Ouais. Avec le temps, j'ai plus de difficultés à faire ça. Ouais. Parce que je trouve que c'est pas très efficace, Ouais. tu vois. Mais quelqu'un qui démarre, il est obligé de faire ça. La chance que nous, aujourd'hui, on a, c'est qu'on a un track record, tu vois. Ouais. Ça fait plus de presque 15 ans qu'on fait ça. On connaît quasiment toutes les personnes de la place. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, il faut que je sois introduit, tu vois. L'autre jour, on était à un événement sur le Congo. Il y a le ministre des Télécoms qui était sur place. Je l'ai vu, je voyais qu'il y avait toute une cour autour de lui. Je me suis dit, bon, je vais pas... Ouais, on va te tu prendre vois. comme tout le monde. Exactement. Donc, j'ai rien dit. Et il y a un de mes grands qui arrive et qui dit, « Hé, t'es là? Attends, il faut absolument que tu rencontres cette personne. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est lui qui m'a tenu le bras, qui m'a ramené, qui a dit, « Écoute, il faut que tu rencontres ce gars-là. Tu vous parliez. » Et on a échangé les coordonnées. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quel est ton historique qui fait que les gens vont avoir envie de te rendre service? Tu sais, quand je te dis que j'ai fait de la mise en relation stratégique mon expertise, c'est parce que j'ai essayé de théoriser la construction d'un réseau. Et il y a 2 caractéristiques qui font un bon réseau. Oui. La largeur de ton réseau et la profondeur de ton réseau. Mais je crois que la profondeur... Si tu permets. Ouais. Parce que qu'est-ce que tu entends par largeur, qu'est-ce que tu entends par T'inquiète, profondeur? justement. Je crois que la profondeur est plus importante que la largeur. La largeur, c'est quoi? C'est connaître beaucoup de gens différents. Ouais. Moi, aujourd'hui, j'ai une carrière de juriste. Si tu me demandes de t'orienter vers un avocat, j'en connais plein à l'appel. Ouais. Mais avoir un dentiste, avoir un financier, c'est plus compliqué. Or, on a besoin de tout. Tu peux même avoir besoin d'un policier, d'avoir besoin... Moi, dans mon téléphone, là, aujourd'hui, tu as tout. Maintenant, la profondeur du réseau, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à... Dès que tu prends ton téléphone, tu m'appelles, je viens. Tu vois ce que je veux dire? On a des liens qui sont profonds. Toi, tu m'appelles pour le podcast, je viens, tu vois. Je t'ai pas dit commencer à tortiller, oui, je vais. Non, parce qu'on a une profondeur de relation qui fait que je peux me déplacer. Et même chose, si je t'appelle demain, il y a peu de chances que tu me dises non, tu vois. C'est sûr, ouais. Et l'idée, c'est d'avoir ça avec beaucoup de gens. Mais comment est-ce que tu crées cette profondeur du réseau-là?
il faut que la personne se dise, il y a de la réciprocité. Soit que je t'ai donné auparavant et que tu te sentes redevable, soit que potentiellement tu te dis, si demain j'ai l'occasion, j'ai un besoin, je sais que le service que j'ai rendu aujourd'hui va me le rendre. Et donc, quand tu t'es mis dans cette position-là, eh bien, il y a des gens qui vont te rendre des services. Et notamment, des services que les gens me rendent, c'est me mettre en relation avec les gens. Tu vois. Et quelqu'un a vu Patson, il a croisé Patson comme ça dans un événement, il dit, mais il faut que tu parles avec Tanguy. Et après, il m'a appelé, il a mis en relation, boum, 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 tu vois. Et ça, c'est le quotidien de ma vie. Mais parce que aussi, le quotidien de ma vie, c'est de rendre des services. Tu vois, je rends. Et ma grande tristesse, ce serait qu'on perde un peu cette propension-là qu'on a, nous, dans la diaspora africaine, et même en Afrique, plus simplement, à rendre des services. On est, je pense, comme on est les premiers humains sur Terre. C'est de nous, d'abord, les humains. Donc, on est ceux qui ont la plus forte expertise de l'humanité. C'est-à-dire que les autres qui sont venus après, là, tu vois, ils ont des comportements... Des fois, tu te dis, mais c'est pas humain. Comment ils peuvent vivre comme ça? Nous, on est humains. Et être humain, la solidarité, c'est consubstantiel à l'humanité. Et donc ça, c'est quelque chose pour moi qu'il faut qu'on garde. On se rend des services, on s'entraide, parce que c'est comme ça qu'on va devenir fort. Et moi, c'est comme ça même que je vis aujourd'hui. Parce que j'ai rendu des services aux gens, les gens me rendent des services. Et ils savent que moi, mon besoin, c'est d'être mis en contact pour faire mes podcasts, c'est pour être mis en contact avec des gens qui vont pouvoir débloquer des situations dans la communauté. Donc chacun de nous, on devrait avoir à l'esprit que il faut qu'on rende des services, mais rendre des services aux bonnes personnes, tu vois. Parce que tu sais que Dieu te le rendra. Yes. Mais, et justement, imaginons, parce que beaucoup de gens, vraiment, les événements, c'est très bien pour networker. C'est génial pour networker, vraiment. Et imaginons que, je pense que ça t'est arrivé, on te met devant quelqu'un, tu ne sais pas ce que tu peux lui apporter. Mais tu sais que c'est quelqu'un dont tu peux avoir besoin. Comment tu fais? En fait, moi, ce que je fais quand je suis face à quelqu'un, coûte que coûte, quelle que soit la personne, déjà, il faut se préparer en amont, première chose. C'est-à-dire que, tu vois, depuis tout à l'heure, je te répète, j'ai fait de la mise en relation stratégique mon expertise. C'est pas une phrase que je sors d'aujourd'hui, tu vois. J'ai préparé un pitch, une présentation, que j'ai choisi chacun des termes, parce que mon métier, personne ne le connaît. Il n'y a pas de tu vois. Donc, j'ai essayé plein d'appellations. Jusqu'au jour où j'ai trouvé cette formule-là, et cette formule maintenant me plaît. C'est quoi? Donne-nous la formule. C'est ça que je te dis. La formule, c'est j'ai fait de la mise en relation stratégique mon expertise. Ah oui, c'est puissant. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais ça, je l'ai travaillé. Mais c'est du lobbying, ça se faisait déjà avant. C'est du lobbying, ouais. Mais tu vois, j'ai travaillé la formule. Lobby, personne ne comprend. C'est quoi un lobbyiste? Les gens ne comprennent pas, tu vois. Alors que moi, je te dis, ma mise en relation stratégique. C'est ça mon expertise. Donc, ce que je veux dire aux gens, c'est qu'il faut préparer ton pitch. Je te dis, quand tu m'as dit de te présenter, là, moi, j'avais déjà la trame dans ma tête. Qui je suis? Qu'est-ce que fait mon réseau? Quelles sont les activités derrière? Qu'est-ce que je recherche? Quel est mon titre? Tout ça, là, ça fait déjà partie de quelque chose. Et une fois que tu arrives devant les gens, tu sais comment te présenter. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je dis toujours, tu as deux oreilles et une bouche. C'est qu'en réalité, tu ne dois pas parler. Tu dois faire parler les gens. Et en faisant parler les gens, tu vas identifier quelles sont leurs problématiques. Et quand tu sais quelles sont leurs problématiques, c'est là que tu vas glisser des solutions. Et moi, tout mon travail, c'est de faire parler les gens. C'est pour ça que je fais des podcasts. Parce que quand je t'ai fait parler pendant 2 heures, je sais, toi, ton problématique, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et souvent, je me retrouve dans nos clubs privés, là. Tu vas voir, on est une quinzaine. Sur les 15, il y en a 14, c'est des gens avec lesquels on a fait un podcast. Pourquoi? C'est parce qu'on a fait le podcast, on a parlé, j'ai identifié ta brèche, boum, maintenant on va bosser ensemble. Tu vois? Et j'imagine que toi aussi, il y a plein de gens avec lesquels tu as fait du podcast et aujourd'hui tu travailles avec eux. Donc c'est vraiment ça le sujet. Il faut écouter les gens. Il ne faut pas aller chercher tout de suite à... Tu vois, il y a des gens, ils viennent, ils me parlent et je vois au bout de 2-3 minutes, ils ont toujours pas... Déjà, ils m'ont pas dit clairement ce qu'ils veulent. Et deux, ils sont même pas cherché à savoir qui je suis, qu'est-ce qui m'intéresse, moi. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en réalité, tout le monde est égoïste sur cette terre. Tout le monde. Donc, tout ce qu'on veut, c'est qu'on règle chacun de nos problèmes. Quand tu viens me chercher, moi, je suis dans ma vie, je suis en train de faire des trucs. C'est toi qui viens me parler. Mais viens pas me parler pour me ramener tes problèmes. C'est quoi le sujet? Moi, quand je viens voir les gens, je cherche même pas. Il y a même des gens, ils en ont marre quand je leur dis ça. Je dis, comment est-ce que je peux t'aider? C'est quoi ta problématique en ce moment? C'est quoi le truc qui te donne mal à la tête la nuit, tu vois, qui te réveille la nuit? C'est ça que moi je veux savoir. Parce que le jour où j'ai débloqué ça là, c'est fini. C'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'es redevable à la vie. Est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote d'un réseau que tu as créé, de quelqu'un avec qui tu as en contact et qui t'a fait passer à un autre niveau? Quelqu'un qui m'a fait passer à moi à un autre niveau?
Donc, Je peux t'en donner 3 même. Oui, hein. vas-y. Moi, c'est tous mes mentors. Et c'est des gens que j'ai rencontrés sur le Donc, podcast. comment tu les as rencontrés et ensuite, voilà. Alors, je vais citer Ibrahima Sissoko, que je cite souvent, qui est, je pense, le plus grand entrepreneur de notre génération. Ah oui? Et j'ai pas dit le plus grand entrepreneur noir. Je dis le plus grand entrepreneur de notre génération. Ouais. Il est dans un écosystème avec plus de 40 boîtes, fait 40 millions d'euros, non, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, enfin, des milliers de salariés. Vraiment, c'est un entrepreneur incroyable. Ouais. Et un jour, j'étais venu pour lui pitcher un projet, parce que son cousin, c'est vraiment un de mes proches, Eli. Et je lui pitch le projet. Bon, moi, à l'époque, j'étais encore jeune. Le projet était nul, vraiment. C'était en 2018. Le projet était nul. Je crois plus nul que le mot nul, quoi. Mais, genre, grand cœur comme il est, il me dit, bon, vas-y, viens, j'ai une réunion à un tel endroit, on va aller ensemble. Et on se retrouve là, comme ça, c'est dans un espace un peu comme celui-là. On était 5 ou 6. Et ça parle de banque, création d'une banque, ceci, cela. Franchement, le niveau de réflexion, c'était là-haut. Ouais. Moi, je comprenais rien à ce qu'ils C'est disaient. sûr. Tu vois. Même à un moment, ils m'ont posé la question, ils disent, Tanguy, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, non, franchement, ce que t'as dit, c'est intéressant. Tu meubles un peu, mais Ouais. j'ai rien compris. Après, quand on s'est retrouvé dans la voiture, j'ai dit, écoute, je sais pas qui tu es, je sais pas ce que tu fais, mais moi, je veux en être. Peu importe ce que tu fais, je veux en être. Ouais. Tu vois. Je lui ai dit ça. Et j'ai pas dit, oui, je vais te payer. Non, j'ai dit, moi, je veux en être. Et depuis, je suis derrière lui. Dès qu'il a besoin, je sais qu'il peut m'appeler. On s'est rendu des services, je lui ai rendu des services, tu vois. Et aujourd'hui, c'est vraiment, je peux dire, c'est mon mentor. Idem pour Moussa Wagué, idem pour Jean-Pierre Sec. C'est des gens comme ça. On a eu des relations. Non, Moussa Wagué, même, c'est sur LinkedIn. J'ai proposé qu'on se voit. À un moment, je suis allé dans ses bureaux, on a discuté, je l'ai invité sur un événement. Après, de fil en aiguille, parce que les choses fortes, là, ça prend du temps. Tu vois, c'est pas en un jour, boum, tu vas créer une relation forte. Tous les gens dont je te parle, là, c'est des gens, ça fait, allez, au moins 5 ans qu'on travaille ensemble. Et aujourd'hui, je peux te dire que notre relation, elle est forte. Parce qu'il n'y a rien, il y a un adage qui dit, le temps n'aime pas ce qui se fait sans lui. Ah Donc oui. si tu prends pas le temps, Ah oui, c'est fort ça. tu vois ce que je veux dire? Ah. Le temps n'aime pas ce qui se fait sans lui. Ouais. Il faut avoir l'idée que les relations profondes, ça se construit sur le temps. Non, c'est sûr. Et donc tous ces gens-là, les grandes personnes, même Elisabeth Moreno, je te dis, aujourd'hui on est très proches, mais ça s'est pas fait du jour au lendemain. Comment ça s'est fait, Elisabeth Moreno? Même chose, c'est quelqu'un avec qui j'avais une bonne relation, qui a appelé quelqu'un et qui lui a dit, ah mais tiens, il faudrait que tu parles avec Tanguy. Boum, on s'est connecté. Et lui, à un moment, je lui explique un peu mes problématiques. Je dis, voilà la direction où je veux aller. Il m'a dit, tiens, mais la direction, les problèmes que tu as, Elisabeth a les mêmes. Boum, il organise un rendez-vous, on se voit. Et depuis, petit truc, j'ai une occasion, je rends service, tu vois. Il faut se mettre à la disposition des gens et chercher à régler les problèmes que rencontrent les gens. Et quand les gens voient que tu es sérieux, que tu es fiable, que tu n'es pas va-t-en-guerre avec un couteau entre les dents, les gens te rendent des services à leur tour. Yes, bon, tu parles d'Elisabeth Moreno. Moi, j'ai bien suivi le podcast. Ok. Mais qu'est-ce que je dois faire? Tanguy, tu es là. Ouais. Moi, non, on veut Elisabeth Moreno pour un podcast sur le leadership féminin. On doit faire quoi? Ben, que faire? Qu'est-ce qu'il faut? En plus, vous avez une bonne chaîne. Franchement, ça doit pas être impossible, hein. Mais toi, tu es là. Mise en relation stratégique. Je vais faire la mise en relation stratégique. Amen! Vous avez vu, je le prends à Mais témoin. je sais Hein? si t'as renouvelé ton adhésion à Black Network. Moi, je sais pas. Vérifie, hein. C'est pas un problème. Si c'est ça qu'il faut, en fait, c'est pas un problème. Non, après, moi, je peux pas garantir que Ouais. ce sera fait, tu vois. Mais je peux garantir que je ferai la mise en relation. Ça, c'est sûr. Tu vois. Voilà, c'est Il ça y a qu'on est. aucun problème. Ok, ça marche. Et est-ce que tu as eu une mise en relation qui a été une catastrophe? Ouais, j'en ai eu tellement. Ah ouais, moi, je veux la pire. Attends, est-ce que je peux me souvenir là. Non, mais oui. Franchement, j'en ai tellement. Mais je peux pas dire la pire, je sais pas. Mais en tout cas, c'est la plus récente. Oui. C'est deux personnes du réseau. Alors, c'est pas moi qui ai fait la mise en relation formellement, mais ils étaient dans le même groupe. Ouais. Tu vois. Et encore une fois, la personne, elle m'a pas appelé avant. Si elle m'avait appelé, j'aurais dit attention à ci, attention à ça. Mais elle a besoin de faire de la com. Elle prend un consultant en communication. Le gars, il lui dit la même chose que toi, tu as vécu au final. Vraiment, c'est exactement la même chose. Le gars lui dit oui, je vais te faire la mise en l'aspect consultant. Et moi, je connais cette personne-là. Je sais que cette personne-là, elle a d'autres qualités, mais sur les sujets de consulting, elle est nulle. Aucune KPI, aucun suivi du dossier. Tu vois, c'est des gens qui ont beaucoup d'idées, mais qui ne sont pas compétents dans le travail au quotidien. Et la personne était déçue, au point même que le gars lui dit bon, on va commencer le taf, mais paye-moi, on prend un contrat sur l'année, mais tu me payes tout de suite tout le contrat. Alors que j'ai même pas encore commencé à délivrer.
La personne, en plus, trop gentille, elle le paye, mais au final, le gars ne délivre pas, tu vois, à la hauteur du truc. Et elle se plaint, elle se plaint, elle se plaint. Aujourd'hui, elle m'a dit, plus jamais ce gars-là, tu vois. Mais ça aussi, je pense que l'erreur, c'est que la personne ne m'a pas demandé avant. Que j'aurais dit, franchement, si tu l'avais sollicité sur tel sujet, ça irait. Mais là, tu as sollicité sur un sujet où je sais qu'il est médiocre. Parce que 80% des gens sont médiocres. J'aimerais qu'on rentre sur le dernier point, le leadership. C'est une question que tu m'avais posée. Maintenant, je vais te retourner la question. Tu t'es posé des questions sur le leadership? Ah oui. Ok. Pour toi, qu'est-ce qui fait un bon leader? D'abord, c'est quoi le leadership? Alors, pour moi, le leadership, j'ai pas de définition précise, mais c'est le fait que tu conduises les gens quelque part. Tu vois? Il n'y a pas de leader qui soit tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Le leader, il faut qu'il y ait des followers. Ouais. C'est ça le leadership. C'est cette capacité-là à attirer, à amener plusieurs autres personnes, pas tout le monde, mais plusieurs autres personnes, avec toi vers une destination. C'est ça le leadership. D'accord. Et c'est quoi son... pourquoi est-ce que c'est important de développer son aptitude au leadership? Franchement, c'est tellement important. Ah, toi, tu penses à convaincu, mais pourquoi? Mais ça, vraiment, pour tout le monde. Je sais pas si... Ouais, je pense qu'il faut développer sa compétence. Je sais pas, tu vois, je me pose toujours la question, est-ce qu'il y a de l'inné, est-ce qu'il y a de l'acquis? Ça, tu vois, je suis pas au clair là-dessus. Ouais. Je suis certain qu'en tout cas, il y a des gens qui ont un leadership inné. Ouais. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est qu'en fait, si tu ne sais pas amener les gens à modifier leur mode de fonctionnement, mais forcément, en fait, tu n'as aucun impact dans la vie des gens. Grave. Tu vois? Grave. Tu es tout seul, tu essaies de faire les choses, mais tu es tout seul. Tu as plein d'entrepreneurs, tu vois, ils sont tout seuls. Tu vois? Et même la personne dont on parle, elle est toute seule au final. Bah Je oui. sais pas si tu as remarqué. Bah oui, j'ai remarqué. Tu as remarqué. Bien sûr. Pourquoi elle est toute seule? C'est parce qu'il n'y a pas ce leadership-là. Et le leadership, donc, du coup, il y a des conditions qui créent le leadership. Première condition, c'est la vision. Mais après, tu vas me dire, il y en a beaucoup qui ont la vision, tu vois. Mais c'est une condition qui est quand même sine qua non. Ouais. Tu as des gens, tu leur dis, mais où est-ce que tu te vois dans 15 ans? Ils commencent à bégayer. Ah, mais je sais pas, oui, tu vois. Ça, effectivement, c'est des gens, ils ne pourront pas avoir du leadership. Il faut que tu aies une idée, tu dis, voilà, moi, je veux aller là. Tu vois, moi, quand je te parle, je dis, je veux une communauté économique forte. Toutes les personnes qui veulent une communauté économique forte, ils vont dire, moi, c'est là que je veux aller. Je veux être avec cette personne-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu te rends compte que même quand tu as du leadership, les gens, ils vont travailler gratuitement pour toi. Oui. Tous les gens qui sont dans les églises. Oui, j'aime bien cet exemple. C'est un bon exemple. Les gens travaillent gratuitement. Parce que le gars, il a du leadership. Il dit, on va vous emmener au royaume des cieux. Venez avec moi, on y va. Et tout le monde se dit, ah, c'est vrai? Ouais, allons-y, j'y crois, je veux aussi. Tu vois. Donc, c'est précieux quand tu es un entrepreneur. Et même, je pense même, tu vois, dans le couple, il faut qu'il y en ait un qui ait du leadership, tu vois, pour savoir où on va emmener la famille. C'est un groupe, la famille. Ouais, grave. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va aller dans telle direction? Est-ce qu'on va dans telle direction? Il faut... Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la confiance. Ouais. On y revient. Il faut attirer la confiance. Il faut susciter de la confiance. Il n'y a pas de leader si on n'a pas de confiance dans la personne, tu vois. Ouais. Et ça passe par beaucoup de choses. Il faut endosser peut-être la tenue qu'il faut qui correspond, je veux dire, au poste que tu as. Tu vois, si je venais en survêt, basket, casquette, tu allais me dire, oh, lui, il a un écosystème à 1 milliard, c'est pas possible. Tu vois, j'ai fait un effort, j'ai mis la chemise alors que ce matin, j'étais en survêt. Tu vois, première chose, c'est dire ce que tu fais, mais faire ce que tu dis. Mais tu vois, ça paraît évident, hein. Mais il y a plein de gens qui font pas ça. Ils font des promesses, tac, 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 mais qui sont jamais suivies des faits. Ouais. Donc ça aussi, c'est des choses comme ça. Vraiment susciter la confiance. Avoir une parole, j'allais dire parole d'homme, mais non, parce qu'il y a des femmes qui sont des grandes leaders. Elisabeth, c'est incroyable, tu vois. Il y a des gens, quand tu leur dis, on y va, même s'il faut qu'on saute là par-dessus le fossé, ils vont y aller, on va y aller. Et ça, pour moi, mais franchement... faut se former au leadership. Et après, à la prise de parole en public, c'est important. Ouais. Avoir une prise de parole qui impacte, tu vois. Qui soit pas... Tu vois, non. Les mots posés, tu vois, même dans ta posture. C'est toutes ces attitudes-là qui développent ton charisme. C'est tout ça pour moi. Et c'est essentiel, vraiment. D'accord. Et lorsqu'on parle de leadership, moi, j'aimerais savoir, pour toi, aujourd'hui, quel est...
l'élément de leadership que tu as dû développer qui t'a permis de bâtir tout cet écosystème-là? Je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait justement que je suscite la confiance. Tu vois. Il y a beaucoup de gens, et là c'est un retour plutôt que j'ai, qui me disent Tanguy, c'est un bon gars. Tu vois, il suscite la confiance. Parce que je ne suis pas foufou, tu vois. Quand tu me vois, je suis posé. Je pense avoir les idées assez équilibrées. Là où j'ai vraiment dû travailler, je pense, mais je l'ai travaillé sans le vouloir, c'est la qualité de la réflexion, tu vois. J'ai une formation quand même qui m'amène à raisonner de manière rigoureuse et structurée surtout. Je lis énormément pour avoir de la culture. Donc je lis, là par exemple tu peux me parler d'un livre, je vais le lire, juste parce que tiens j'ai envie de tester une nouvelle lecture. Je ne sais pas combien de livres je lis par mois, mais je lis énormément. Ça m'aide à comprendre, tu vois. Quand je parle d'Ubuntu, c'est aussi que je pense avoir fait un travail sur mon ego, sur l'ego, de sorte que j'ai suffisamment confiance en moi pour ne pas être forcément que en mode agressif. J'ai à cœur d'aider l'autre. Et j'ai compris que c'est en aidant l'autre que je m'aiderai moi-même, tu vois. Et donc, quand les gens, tu leur apportes de la considération, tu vois, il y a un gars, à chaque fois, je lui dis, mais comment va ton fils? Et je lui cite le prénom de son enfant, tu vois. C'est des petites choses comme ça, tu vois, qui font que tu apportes de la considération aux gens. Et quand tu as accordé de la considération aux gens, les gens sont contents d'être en ta compagnie aussi. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font que tu construis. Et là où je pense que le travail est plus grand, on a parlé beaucoup du complexe d'infériorité. Moi, je sais que c'est un travail de toute ma vie, ce complexe-là d'infériorité. Notamment parce que, tu vois, quand on grandit avec des papas particulièrement, dans ma situation, qui ont réussi quand même pas mal de choses, venus de villages où il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Ils arrivent ici, ils se battent, ils arrivent à gérer toute la famille, ils portent tout. Là, tu te dis, mais moi, je suis une merde, je pourrais jamais arriver à ce niveau-là. Et donc, il y a tout un travail à faire. Moi, en tout cas, je sais que j'ai dû faire tout un travail pour être conscient aussi de mes qualités, de l'impact positif que je pouvais avoir sur le monde. Et quand lui-même, il m'a vu et qu'il a vu ce que j'ai fait et qu'il s'est dit, ah, je suis fier de toi quand même. Ben là, même moi, maintenant, voilà. C'est ça qui m'a permis de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Yes, en tout cas, merci beaucoup, Tanguy. Avec plaisir. Si tu devais aller dans un restaurant et dîner avec 3 personnes, qui est-ce que tu inviterais? Vivante ou décédée? Ah 3 personnes, vraiment Thomas Sankara, tu vois. J'ai presque la larme à l'œil quand j'en parle. Ah ouais, pourquoi? Ouais, parce que je pense qu'en termes de leader, de personnes qui a impacté positivement ce monde, je crois que lui, il tient vraiment la palme. Ouais, il a cassé la barre. Tu vois, quand tu parles avec des Burkinabés, même Ibrahim Traoré, le président actuellement, tu sens qu'il s'inspire de lui, tu vois, avec des valeurs qui sont très fondamentales. Quand il dit qu'il faut choisir entre champagne pour quelques-uns et l'eau pour tous, tu vois. C'est fort. Tu vois, ce genre de phrase. Et il a impacté en peu de temps, il a été tué sauvagement. Voilà, ça c'est vraiment quelqu'un, si un jour je serais trop content de m'asseoir et pouvoir parler avec lui. Dans les vivants, moi j'aimerais Christiane Taubira. Et pourquoi? Christiane Taubira, elle fait du bien à mon âme. Comment ça? Je connais pas beaucoup de gens aussi intelligents qu'elle. Ah. Tu vois? Tu la vois quand elle est dans les débats, j'ai l'impression, elle gifle tout le monde, mais par son intelligence, tu vois? C'est une femme vraiment qui est brillante. Si dans ma vie, je pouvais avoir l'occasion... Moi, mon rêve, c'est de la recevoir sur le podcast. Et rester là et de l'écouter parler, tu vois, toujours avec des belles phrases, toujours le bon mot, toujours la bonne citation. Tu sens que c'est quelqu'un qui est intelligent et qui a eu, pour autant, une vraie carrière, qui a fait des choses. Vraiment, ça, c'est une femme, je pense que j'aimerais beaucoup la recevoir et discuter avec elle. Ça, c'est parmi les vivants. Autre personne qui m'inspire beaucoup, Marcus Garvey aussi, tu vois, parmi les morts. Je pense que dans un monde idéal, Black Network serait l'UNIA, l'organisation qu'il a créée, où tu avais un service d'armée, un service de santé, tu vois. Et c'est quelqu'un qui a structuré, qui a beaucoup contribué à structurer la diaspora, à faire en sorte que la diaspora soit organisée, comme nous, on en rêve, tu vois. Il a fait ça pendant un temps court, et j'espère que nous, on aura une longévité plus grande et qu'on aura un impact aussi important. Mais je serais très honoré de dîner avec
Marcus Garvey, Christiane Taubira ou Thomas Sankara. Il y en a encore d'autres, mais on n'en a que 3. Merci beaucoup, Tanguy. Je t'en prie. Parce que ça fait 1h30 qu'on échange. Ah ouais, carrément. Ouais, facile. J'ai attendu une demi-heure, j'ai rattrapé cette demi-heure. En tout cas, merci d'avoir attendu, Tanguy, merci. C'est normal. En plus, nous sommes samedi. Ben écoute, en tout cas, moi, ça me fait plaisir que tu aies pu venir. Je t'en prie. Accepter qu'on puisse échanger. Et surtout que Black Network nous accompagne pour le week-end de l'écrivain, session 2025. Bon, qu'est-ce que vous avez prévu pour nous? Ou bien pour ceux qui seront là? Faisons en sorte que ce soit une réussite. C'est vraiment ça pour moi. Moi, je te l'ai dit, j'aime trop ton initiative parce que elle répond à un besoin particulier, mais qui va au-delà de l'écrivain. Moi, vraiment, j'aimerais que tu reviennes sur le développement personnel à l'africaine. Parce que je pense que, tu vois, comme je te parlais d'Ubuntu Business, on a un paradigme qu'il faut qu'on respecte. Et que les gens du développement personnel qu'on lit, bien sûr, ils sont dans d'autres choses, tu vois. Ils sont dans dans l'individualisme, Non. Je sais que toi, tu dois pouvoir normalement diffuser un autre paradigme et qu'on soit du coup alignés. Quand on dit que notre diaspora, elle est perdue, et surtout ceux qui ont grandi ici, c'est parce qu'ils ne sont pas alignés. Et le but, c'est de nous aligner. Donc, je veux du développement personnel à l'africaine. En tout cas, on a noté. Le grand frère parlait, on a noté. Avec plaisir. En tout cas, merci d'avoir échangé avec nous aujourd'hui. Ben écoute, ta caméra, elle est là, Tanguy, le mot de la fin. Je vous donne rendez-vous au week-end de l'écrivain. Allez là-bas. Et si vous voulez qu'on travaille ensemble, moi, je ne travaille qu'avec les gens qui ont compris qu'ils étaient en mission. Amen. Voilà. On n'est pas venu en France pour rigoler. On est venu pour réussir. C'est tout. Merci, Tanguy. Ma personne personnelle, tu l'auras bien compris, c'était Valère Beyas et Tanguy de Bangui sur le podcast de l'écrivain. Émission sponsorisée par Copili.io. Notez bien, j'ai déjà fatigué les gens avec ça. C'est ce qu'on dit. Il faut se soutenir vivant. Copili.io. Laissez les affaires de ChatGPT. Non, c'est Copili.io là. Si vous voulez un truc, ils ont remarqué de faire une mise à jour pour que si tu cherches la langue, le mandarin, ou non pas le bambara, si tu cherches le wolof, si tu fais une recherche même en moré, ça va être mis à jour sur la plateforme Copili.io. Donc il faut y aller. Même pour voir seulement. Mais c'est ce qui est en train de se faire. Donc on ne dort pas. Bref, on va vous mettre dans le premier commentaire de la vidéo. Et pour le reste, on se donne rendez-vous ce 3 mai du côté des Salons de l'Aveyron pour la 4e édition du week-end de l'écrivain. Cela étant dit, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. CRS James. GBS Music. C'est encore moi, c'est encore la 3D. Les éditions Argent Livre. Immortel. Les éditions Argent Livre. Et si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent, par faute de recueil pour s'inspirer. Quand on pas de grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Des livres pour forger le mindset. Argent Livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Ceux qui lisent pour changer. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Donne-moi une feuille et puis un stylo. Oui. Pour s'ouvrir au monde sous forme de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Argent. Écrire un livre, c'est pas affaire d'intello. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre, tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions Argent Livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Coucher ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à Argent Livre. Et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. De l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. De l'écrivain, ouais. Ceux qui lisent pour changer. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe.
aïe. On veut changer l'histoire, laisser un héritage, écrit pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Week-end de l'écrivain. Bienvenue, week-end de l'écrivain. Écrire pour impacter, telle est notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. On va le faire sans le son, on va le faire ensemble. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. On va changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Est-ce que Maître Mbeko est dans la salle? Oui. Ok, super.